Bonjour à tous, je vous propose de démarrer cette deuxième journée et cette première séance à Montbrison. Je voudrais d'abord saluer Christophe Basile, le maire de Montbrison. Avec une petite entorse au protocole, je me précipite sur le micro pour le remercier pour l'accueil qu'il nous organise aujourd'hui, pour son engagement personnel et puis pour l'engagement de la ville de Montbrison pour accueillir aujourd'hui cette deuxième journée des rencontres des villes moyennes de la Fabrique de la Cité. Je n'attends pas, monsieur le maire, pour vous dire combien nous sommes admiratifs de votre engagement personnel et de votre œuvre municipale et de votre œuvre sur l'agglomération. Nous avons l'occasion de voir fonctionner beaucoup de responsables publics et d'élus locaux. Et nous avons, comme entrepreneurs dans la construction, une admiration ou un tropisme vers les patrons et les patrons entrepreneurs. Donc, nous sommes admiratifs de votre engagement et de votre œuvre ici. Et je vous suis très reconnaissant du temps que vous nous offrez aujourd'hui pour soulever le voile sur les réalisations exemplaires de votre ville. Je voudrais saluer le sous-préfet de Montbrison, que je remercie de sa présence. Je voudrais excuser le maire de Roanne qui a commis l'immense faute de goût d'aller au Creusot aujourd'hui. Je voudrais remercier les vice-présidents du conseil départemental de la Loire et de la région Auvergne-Rhône-Alpes ici présents, ainsi que l'ensemble des élus municipaux et Madame Vera, directrice des programmes nationaux Action Logement. Je voudrais vous dire que nous sommes tous très impressionnés puisque nous sommes les deuxième visiteur de ce programme, après le président de la République venu dans une configuration semblable, saluer ce programme exemplaire de la volonté d'un maire aménageur et exemplaire de la complexité de ce que notre pays est capable de faire en matière de construction et en matière d'aménagement, et remarquable aussi de l'ambition et de ce que la volonté peut faire quand il s'agit de transformer une usine en un quartier, mais je ne vais pas dévoiler le sujet moi-même puisque c'est l'objet de la présentation que vous allez faire ce matin et dont je vous remercie. Je voudrais également simplement en déroulant le programme, vous dire combien je pense que nous avons devant nous une journée de travail riche, puisque nous allons tout à la fois parler de rénovation énergétique des centres-villes ce matin, visiter le centre-ville et son fameux marché dans la deuxième séance, et puis cet après-midi travailler sur la maison individuelle face au défi de la densification et surtout sur le sujet des cours d'eau dans les villes moyennes, qui est, je crois, un sujet tout à fait passionnant, la réappropriation des cours d'eau, dont on a vu combien elle pouvait être féconde, et je crois que c'est un sujet de travail particulièrement intéressant pour la Fabrique de la Cité. J'ai oublié, et il n'est pas trop tard pour me rattraper, de saluer la présence de mon collègue Pierre Enjolras, qui est très intéressé à voir fonctionner un chantier d'une entreprise qui n'est pas Vinci Construction, mais c'est très stimulant pour lui aussi de voir travailler la concurrence. Plaisanterie mise à part, monsieur le maire, monsieur le président, merci de votre accueil et je vous laisse en bon ordre le micro en vous renouvelant les remerciements de l'ensemble des participants à ces 2 jours d'études de la Fabrique de la Cité sur les villes moyennes. Merci. Bien, monsieur le sous-préfet, cher Jean-Michel Riot, toujours présent, toujours sur le terrain. Ça fait
plaisir d'entendre les mots de Pierre Copé, président de la Fabrique de la Cité, mais mon engagement est largement encouragé, par exemple, par un sous-préfet toujours à nos côtés. Cher Jacques Blanchet, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et cher ami, Jean-Yves Bonnefoy, vice-président du conseil départemental, j'ai cru voir également Pierre-Jean Rochette du conseil départemental, j'en oublie forcément Éric Lardon, vice-président du département. En fait, j'ai que des amis ici et finalement je finis par oublier qui fait quoi, tellement on fait tant de choses ensemble. Monsieur le directeur de Vinci Construction, Madame la directrice de la Fabrique de la Cité, chère Céline Acharian, chère Arabelle également, qui est là-bas, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Montbrison. Alors Montbrison, comme je sais qu'il y a pas mal de collègues qui ne sont pas ici, je vais forcément en parler un petit peu, même si j'en parlerai beaucoup cet après-midi. C'est une ville moyenne, je dirais même que c'est une petite ville moyenne, au cœur du Forêt, de 16 000 habitants environ, mais dans un cadre de vie exceptionnel. Alors, je n'ai pas du tout de mal à vendre la commune de Montbrison, je n'y suis pas né, je n'y habite que depuis 27 ans, j'y suis arrivé, j'avais 25 ans avec mon épouse, et je suis tombé amoureux de cette ville au point d'en devenir le maire et président de la Forêt Agglomération. C'est une ville patrimoniale, 19 monuments historiques, 14 inscrits, 5 classés, et le bâtiment que vous voyez derrière moi, qui est encore debout, c'est un bâtiment qui était repéré, donc qu'on ne pouvait pas démolir. Alors, ville patrimoniale, ça veut dire que nous avons énormément de richesses. Nous considérons le patrimoine comme une richesse, et une des volontés que nous avons, c'est de le réhabiliter, de le refaire vivre, de le faire réoccuper, parce que souvent, ce patrimoine, il est vide. Et ça veut dire aussi quelques contraintes architecturales, contraintes quelquefois archéologiques, mais les relations que nous avons avec l'architecte des bâtiments de France sont très étroites et très confiantes, puisqu'il est associé à l'ensemble des projets dès le départ. Et en ce qui concerne GG, il était par exemple membre consultatif du jury, donc il a pu voir le processus et donner son avis au fur et à mesure, ce qui fait que pour les constructeurs et ceux qui construisent et qui réhabilitent, ils savent à peu près ce qu'ils peuvent faire ou pas faire au fur et à mesure. Montbrison, c'est une centralité d'un territoire assez vaste, 87 communes, 87 pépites, j'ai par habitude de dire, 112 000 habitants et 132 000 hectares. C'est vraiment la première fois que je fais un discours au bruit des marteaux, moi qui bricole jamais chez moi. On est à proximité de plusieurs métropoles, 80 km de Lyon et de Clermont-Ferrand. On est au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au cœur de la Loire. Normal qu'on ait pu être retenu au dispositif cœur de ville. Et on est à 40 km de Saint-Étienne. C'est une ville commerçante, c'est une ville extrêmement dynamique. Nous avons plus de 450 commerçants en centre-ville. Vous verrez tout à l'heure, c'est assez exceptionnel. Certains diront, mais que fait Montbrison dans le dispositif cœur de ville, puisque c'est une ville très dynamique? Eh bien, c'est pour la rendre encore plus dynamique. On a un taux de chômage de 4,9%. 6 000 scolaires par jour viennent à Montbrison. 16 000 habitants, 6 000 scolaires par jour. On a effectivement un grand lycée. On a le plus grand collège de France, presque 1500 gamins au collège Mario Meunier. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on a le plus bon fromage de France, vous allez en manger toute la journée. Même Roanne s'y est mis hier, donc c'est absolument très très bien. Et le plus beau marché de France, on aura l'occasion d'y revenir. Les dernières décennies ont vu les politiques publiques d'aménagement du territoire se concentrer sur les enjeux de croissance des métropoles, et les villes moyennes ont finalement bien été souvent oubliées, voire délaissées. Pourtant, comme beaucoup de villes moyennes, et les récents événements en France l'ont de nouveau montré, nous sommes confrontés à des enjeux majeurs, des enjeux de transition écologique et de cohésion territoriale. D'autant plus que les villes moyennes ne manquent pas d'atouts pour se réinventer. Elles doivent cependant composer avec les nouvelles exigences réglementaires en matière d'artificialisation des sols, nous aurons l'occasion d'y revenir toute la journée, ou de décarbonation, au point que les équilibres sont parfois difficiles à trouver. Cible du programme Action Cœur de Ville depuis 2018, les villes moyennes reviennent enfin, je dirais même heureusement, sur le devant de la scène. Et il n'a pas pu venir ce matin, mais il était avec nous hier. Je tiens vraiment à remercier Roland Michel Blaiseau, le préfet national qui était en charge des dispositifs Cœur de Ville précédemment, qui aujourd'hui a la tâche facile de s'occuper de la réindustrialisation dans le cadre de la sobriété foncière. Sur le mandat précédent, nous avons, comme les équipes précédentes, travaillé sur les espaces publics. Vous aurez l'occasion de le voir cet après-midi.
la place, les équipements, et j'allais dire un travail plutôt classique. S'occuper de l'espace public quand on est maire, c'est finalement la tâche la plus simple à faire. La plus simple, si je puis dire. Refaire une rue quand vous avez 450 commerçants, c'est pas si simple que ça. Mais on le fait. C'est de l'argent public, c'est nos compétences, on a le pouvoir de le faire. Par contre, si on a une ambition un petit peu plus forte que le simple espace public, eh bien, il faut aller sur l'espace privé. Et pour aller sur l'espace privé, c'est là que tout se complique. Il devient urgent, dans le cadre de la sobriété foncière, de traiter certains îlots identifiés, de transformer la ville et les friches industrielles. Nous avons lancé pour la première fois à Montbrison une OPA-RU. Alors non pas une opération programmée d'amélioration de l'habitat, ça s'est déjà fait à Montbrison, mais le renouvellement urbain, c'est le premier. Parce qu'une ville de 16 000 habitants, pour lancer un renouvellement urbain, il faut de l'argent, et une ville de 16 000 habitants n'a pas forcément les moyens nécessaires. En fait, j'ai envie de dire que les moyens nécessaires viennent aussi de la volonté politique. J'aurai l'occasion d'y revenir. Nous savons tous ici l'objectif de zéro artificialisation des sols, introduit par la loi Climat et Résilience, marque un tournant dans les politiques d'aménagement dans notre pays. Les friches héritées de la désindustrialisation ou des changements d'usage représentent une possibilité de développer le territoire sans plus d'artificialisation. En fait, une friche, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce n'est pas une contrainte, ça va devenir une opportunité. Il faut trouver le moyen de les mobiliser au service d'un projet de territoire. Montbrison tout seul n'existe pas. Montbrison existe parce qu'il y a 87 communes dans Loire-Forêt Agglomération, comme toutes nos polarités. Et nous serons d'autant plus forts dans la centralité que nos communes autour, que nos communes rurales seront en vitalité. Et de la même façon, les communes rurales autour seront en vitalité à partir du moment où la centralité aura ses équipements et elle-même tirera tout le monde vers le haut. Et dans une agglo de 87 communes, en fait, c'est un train qui a peut-être des locomotives, mais il y a aussi des locomotives intermédiaires pour que le train il aille peut-être pas plus vite. En tout cas, ce n'est pas forcément notre souhait, on n'est pas dans une course à l'habitant, mais en tout cas, il a de quoi faire des chemins plus longs et peut-être plus durables. Alors, je revenais tout à l'heure sur la volonté politique d'aller sur les friches et d'aller sur le renouvellement urbain, et on parlera cet après-midi du pavillonnaire et de cette artificialisation. Mais quand je parle de volonté politique, je disais que Montbrison n'avait pas forcément les moyens avec 16 000 habitants, mais elle a les moyens avec ses partenaires. Donc, il faut créer le partenariat. Ça ne se fait pas comme ça, le partenariat. Alors, il faut régulièrement aller voir le département. Alors, c'est plus facile quand on a un vice-président qui est dans l'équipe de Montbrison, ou qui a un vice-président de Loire-Forêt qui est aussi au département. Il faut aller à la région, c'est plus facile quand le VP de la région il est montbrisonnais, forcément. Il faut aller voir l'État, mais c'est plus facile quand vous êtes sous-préfecture. Il faut faire en bénéficier tout le monde. Il faut avoir des partenariats également avec les groupements que vous verrez tout à l'heure et faire appel à l'intelligence collective sous forme d'appel à projet et trouver des équipes qui vous apportent des idées. L'argent. Eh bien l'argent, je le dis à tous mes collègues maires, on ne renouvellera pas les centres-bourgs si on ne met pas de l'argent public dans les centres-bourgs. Il faut arrêter de rêver. Les opérations de réindustrialisation ou les opérations de reconquête des friches ou les opérations de reconquête de l'habitat ne se fera pas si on ne met pas d'argent public. Et mettre de l'argent public, ça veut dire qu'au lieu de faire un super gymnase ou une super salle des fêtes dans chaque commune, ça veut dire qu'à un moment donné, l'argent, il faut le consacrer au renouvellement urbain. Et ça, c'est de la volonté politique, ce n'est pas une fatalité. Chercher à faire que les équipements de ce style-là soient rentables, on n'y arrivera pas. Si c'était le cas, le privé se serait occupé de nos centres-bourgs et on aurait des centres-bourgs partout en France qui seraient magnifiques. Donc le modèle est à changer, le bâtiment doit se transformer également, il doit aller vers la réhabilitation de plus en plus. Le modèle de construction neuf est derrière nous, en tout cas le modèle de construction neuf en consommant de l'espace pour moi est derrière nous, pas derrière nous demain, mais derrière nous peut-être après-demain. Après-demain, sans jeu de mots, après-demain, puisque nous sommes à moins. C'est ça de lever et de baisser les yeux sur son texte, ça fait voir que bon, voilà, la transition est parfaite. Donc, on vous accueille à Montbrison, plus précisément dans le quartier de Moins. C'est devenu un quartier, c'était une commune de 3500 habitants qui a fusionné avec Montbrison. Et là, nous sommes devant une ancienne friche de 40 années, 40 ans de friche, 40 ans de friche. Et quand nous sommes arrivés, le quartier était dynamique. Puisqu'il a toujours eu des commerçants, et c'est un quartier qui avait cette friche, une friche GG, la friche GG. Qui connaît les poupées GG? Levez la main, c'est pas grave, c'est une autre génération.
Ah, quand même. Bon, ben oui, la poupée Caroline, qui a été la plus célèbre. Je rappelle qu'elle porte ce nom parce que la poupée Caroline, c'est du nom de Caroline de Monaco. On n'a peur de rien. Et oui, ça vient de là. Il y a un exemplaire unique à Monaco de la poupée Caroline. Et on lance actuellement une grande enquête sur l'histoire de Gégé. Et on n'a pas froid aux yeux. On a écrit au prince de Monaco pour savoir si pour l'exposition, il pouvait nous renvoyer en prêt cette poupée. Les usines Gégé portent l'initiale de son créateur, Germain Giroux, qui est très emprunt dans la ville et dans le quartier de Moin. On a une esplanade à son nom. C'était le leader européen du jeu et du jouet pendant les 30 Glorieuses. Et l'entreprise est née à Montbrison en 1933. Alors on est ici sur ce site, il y a eu plus de 1000 employés sur le site, c'est plus de 10 000 personnes qui ont travaillé chez Gégé pour vous dire l'importance de cette usine dans le Montbrisonnais. Et vous vous tenez, mais ça a été dit, quasiment à l'endroit où Emmanuel Macron est venu en visite, puisque nous avons eu ce privilège d'avoir une visite présidentielle à Montbrison. C'est pas la première, c'était la deuxième, mais c'est la seule qui a abouti à réellement le président sur place, puisque le président Deschanel, et vous savez, jamais arrivé. Il est tombé du train, il n'a pas pu arriver jusqu'à Montbrison. Mais Macron, lui, il n'est pas tombé du train, il est bien arrivé jusqu'ici. Et notre président nous a fait l'honneur d'être présent exactement dans les mêmes conditions. Ça a été un site fermé en 1979, qui a été racheté par la ville en 1991, vacant depuis 40 ans. Mais finalement, toutes ces paroles pour le futur projet qu'on va vous dévoiler ne sont bien peu de choses face à toute la créativité de nos entreprises et de nos entrepreneurs en qui je crois vraiment beaucoup et qui nous dynamisent notre ville avec des échanges, et ils sont là au premier rang et ils en parleront mieux que moi. Mais avant que vous preniez la parole et que vous me rejoigniez sur scène pour dire quelques mots, on est bien d'accord, en moins de 10 minutes, vous allez assister à la présentation du projet Gégé sur les écrans. Merci à vous et bonne journée à vous tous. Le poupon Christophe, la déesse téléguidée ou le petit physicien, 3 jouets emblématiques posés comme les jalons d'une entreprise qui ne veut pas, qui ne veut plus que les enfants s'ennuient. Tout ici est lié à la formidable aventure industrielle. Ici, par exemple, ces entrepôts accueillant plus de 1000 personnes travaillant ensemble pour le divertissement des plus jeunes. Au temps de la pleine expansion, à la fin des années 60, l'entreprise Gégé est la plus grande entreprise française de jouets. Créée en 1933 par Germain Giroux, dans une civilisation pressée de devenir industrielle, fleuron du Montbrisonnais, fierté des entrepreneurs, l'entreprise Gégé amorce son déclin à la fin des années 80. Ok, si tout le monde me reçoit, on lance la démolition. Mais ici, nous construisons sur le passé. Bonjour à tous. Merci d'être là sur ce site Gégé qui effectivement nous occupe depuis un bon moment et pendant encore longtemps en termes de travaux et encore plus longtemps en termes d'exploitation et d'intervention sur le site. Alors nous sommes nombreux ici sur scène effectivement. Donc tout de suite je me présente, Pascal Nem, Loire Habitat, DGA de Loire Habitat.
On a avec nous, derrière, ils vont prendre la parole, Julien Riva, un des architectes avec qui on a travaillé sur l'opération. Anne Zornager, directrice générale de Novim, société d'équipement de la Loire, rattachée au conseil départemental, qui nous accompagne aussi sur ce site, sur l'aménagement. Et puis nos deux collègues promoteurs avec qui on a travaillé, Jérôme Nury, directeur d'Innovi, et Daniel Dumas, directeur de Société de construction du Forêt, deux entreprises on ne peut plus locales. Encore plus pour Daniel. Et c'était bien l'objectif quand on s'est retrouvé sur ce site en se disant effectivement de ce bâtiment et de cet espace, qu'est-ce qu'on peut bien en faire pour, comme disait monsieur le maire, si la sphère privée pouvait intervenir seule, elle l'aurait faite. La sphère privée, elle a besoin du public, mais même la sphère privée seule, sur un site comme ça, c'est aussi important. Donc finalement, comment avoir un projet mixte, comment se répartir les rôles et comment arriver à un projet tel que celui qu'on va vous le présenter. Donc voilà, cette équipe mixte dont Loire Habitat était mandataire pour la réponse à la consultation d'opérateurs. On avait également avec nous Croisé d'Archi, un architecte du patrimoine, puisqu'effectivement on est sur un bâtiment repéré. Il a fallu échanger avec l'architecte des bâtiments de France pour pouvoir aller au bout du projet. Vous allez le voir, l'architecte en dira un mot, mais il y a des contraintes qui étaient fortes. L'ABF nous a aussi accompagnés sur des choses, des partis pris très forts à l'origine, et vous en avez un principal qui est juste en face, qui est cet échafaudage sur la façade en face de vous. Et aujourd'hui, c'est une démolition d'une partie du bâtiment pour ouvrir ce bâtiment depuis la rue qui traverse moins jusque sur ce cœur d'îlot, qui finalement était complètement invisible de n'importe quel côté qu'on soit pour les habitants de la commune. Le projet, donc rapidement, l'organisation qu'on s'est donnée effectivement tous ensemble. Donc nous avons un aménageur, Novim, qui est là sur toute la mission d'aménagement, la réalisation des espaces publics, le portage aussi des équipements publics en lien avec la commune, un restaurant scolaire et une crèche, et les commerces. Loire Habitat, en tant que bailleur social qui intervient pour la réalisation de logements locatifs à destination des familles, à destination des personnes âgées. Une salle commune qui permet justement d'avoir pour les personnes âgées des services collectifs, ce lien, créer du lien social, retrouver de la solidarité. Et puis de l'accession sociale, c'est le bâtiment qui est en train d'être élevé. 15 logements en accession sociale à la propriété sur un bâtiment qui est passif. 15 logements passifs, c'est une première pour nous. On l'avait fait en logement locatif, en logement social, en logement accession, c'est la première fois. Ensuite, les projets des promoteurs. Donc, juste à gauche du bâtiment en accession sociale, le trou qui est juste en face, qui est le bâtiment collectif, donc réalisé par Innovi. Et puis là, on se trouve sur une des plateformes, des pavillons. Daniel, il y a 10, 11, 9 maintenant. On a gardé l'arbre, on a repoussé. Et on est 9 pavillons. Donc là, on est sur une plateforme de 2 pavillons. Et puis, un élément très important qui est cet espace vide encore au centre, qui est demain la future place du marché, le déplacement de la place du marché de Moins. Aujourd'hui, le marché se situe sur la petite place qui est en entrée au centre de la commune, pas en entrée de commune, juste à proximité du site. Un cheminement qui permettra également de rejoindre le site des écoles, qui est juste au-dessus, pour rejoindre de façon sécurisée et sur ce cœur d'îlot la partie restaurant scolaire. Et puis, les parents qui auront des enfants à l'école et qui auront des enfants à la crèche pourront cheminer aussi sur un quartier très sécurisé pour faire ce lien de la petite enfance et de l'intergénérationnel. Alors là, on ne va pas répéter les choses, mais effectivement, périmètre archéologique, la commune de Moins. Monsieur le maire, on n'a peut-être pas parlé tout à l'heure, mais on a des éléments sur lesquels on s'est posé des questions. On a eu des fouilles sur ce site. On a croisé les doigts. On a été entendu. Il n'y a pas eu de découvertes particulières qui ont fait qu'il y avait une remise en cause du projet. Donc aujourd'hui, on peut réaliser ce site. Une intervention très forte d'EPORA. Vous avez vu notre établissement public foncier. Vous avez vu sur les images toutes les démolitions qu'il y a pu y avoir. Donc toute cette purge, cette dépollution, ce désamiantage et cette démolition nécessaire. Le site GG, c'était pas que ce bâtiment, c'était aussi des ramifications et des ramifications qui ne permettaient pas de réaliser un projet pertinent, efficace, fonctionnel.
Bon, on repère ici effectivement sur l'image la partie démolie, la partie qui est en rose, plusieurs époques de construction et puis ce grand site central en jaune hachuré qui vient marquer l'ensemble de l'opération, de l'aménagement qu'on est en train d'évoquer. Sur le bâtiment, sur le projet architectural, Julien, je te laisse les mots. Donc sur le projet architectural, effectivement, c'est une formidable opération puisqu'elle a été générée par une équipe très intéressante, 3 architectes, des entreprises locales, des promoteurs locaux, un bailleur social local. Les défis, c'était de ne pas mettre GG par terre. Alors effectivement, le bâtiment était repéré. Comme l'a dit Monsieur le maire, dans le cadre du zéro artificialisation nette, les friches sont une solution. Mais pour moi, ce n'est pas une solution, c'est la solution. Encore faut-il savoir, effectivement, les préserver. Et d'un point de vue écologique, il est très intéressant de pouvoir conserver le bâtiment. On économise ainsi toute l'énergie grise de la structure. Je m'explique. Le fait de conserver le béton, la carcasse de GG, c'est particulièrement intéressant. Imaginez, si on avait démoli le bâtiment, on aurait consommé beaucoup de pétrole, de gasoil, avec des concasseurs, avec des pelles, et en plus de l'énergie pour refaire du béton et ainsi réhabiliter. Donc conserver, c'était très important pour nous. Néanmoins, ça représente des contraintes puisque le bâtiment GG répondait à une logique industrielle et il a fallu le transformer en logement. Donc la première chose qui saute aux yeux, c'est la dimension des fenêtres. Je ne sais pas si vous voyez un peu la taille des ouvertures, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout classique en logement. Donc là, on a travaillé, toute l'équipe d'architectes, pour faire des loggias, c'est-à-dire en fait mettre des balcons et avoir des fenêtres de taille qui sont plus en correspondance avec les besoins du logement, mais en retrait. Ainsi, on préserve la façade, on a des percements en adéquation avec les besoins, et donc ça a été quelque chose de particulièrement intéressant et qu'on a beaucoup travaillé avec un système qui n'est pas encore installé, mais de ventelle. Donc ça, c'était un des premiers défis. Le deuxième, Pascal en a un petit peu parlé, c'est qu'effectivement, dans cette logique industrielle, le cœur d'îlot était complètement caché et les Mointaines ne le connaissaient pas. Et donc l'idée, ça a été effectivement de créer une percée. C'est ce que vous voyez au niveau de l'échafaudage. Et sur les photos qui sont en haut à gauche, on va avoir effectivement une mise en relation entre l'avenue thermale et le cœur d'îlot. Et qui plus est, une place va être aménagée juste derrière, qui sera la place du marché. L'idée, c'est vraiment d'amener de la vie. On le voit un petit peu, Jérôme Nuéry me faisait la remarque sur la deuxième perspective, sur les tableaux. On va avoir un véritable lieu de vie, un cœur d'îlot qui sera très vivant, avec les logements, enfin les maisons de Daniel Dumas, l'immeuble en accession d'Innovi et l'immeuble passif de Loire Habitat, qui donneront tous sur ce cœur d'îlot. Donc on va vraiment transformer le quartier, et c'était pour nous quelque chose de très important, non seulement de faire de l'architecture, mais aussi de créer un lieu de vie, parce que c'est l'essence première du travail d'un architecte. Ensuite, mais je vais rendre la parole à Pascal, c'est l'imbrication des différentes fonctions qui me semblent particulièrement intéressantes dans cet endroit. Et puis, la performance énergétique, je le rappelle, hein, mais l'immeuble de Loire Habitat que vous voyez derrière, c'est quand même un immeuble Passive House. Et toutes les constructions qui sont portées par nos promoteurs surpassent la réglementation environnementale 2020. Donc, on peut quand même saluer l'effort qui est fait ici. Merci. Donc effectivement, dans le bâtiment, on en a dit 2 mots, mais dans le bâtiment central, le bâtiment réhabilité, 30 logements, des commerces, une crèche, une salle commune à destination des personnes âgées, un sous-sol de stationnement, voilà, tout ça, et dans des contraintes, parce que ce bâtiment, c'est un bâtiment industriel, il paraît beau, vous êtes tous des constructeurs, nombreux d'entre vous sont des constructeurs. On est sur un bâtiment qu'on n'imagine pas comme ça, mais on n'a que des dalles qui font entre 6 et 8 cm d'épaisseur. Donc, c'est sur la totalité de ce bâtiment, on a du renfort carbone sur les dalles. C'est juste un défi qui était très important, qui est énorme. 150 menuiseries extérieures. Vous les voyez peut-être un petit peu ici. Vous en verrez, je ne sais pas si, Kevin, je ne sais pas si le prototype est toujours dans le bâtiment. Il n'y est plus.
4,80 m de longueur, 1,80 m de hauteur, des ouvrants, des fixes. Il a fallu travailler avec l'ABF. Est-ce qu'il voulait garder la trame initiale effectivement du bâtiment, mais avec les contraintes actuelles, parce que quand on a des fixes pour aller les nettoyer derrière, quand on donne des logements à des personnes âgées, bah, il faut aussi qu'on ait une logique de fonctionnalité d'usage. Donc ça faisait partie des défis. Julien en a parlé. Sur les loggias, travailler en creux plutôt qu'en dehors pour pas apporter des éléments existants. Enfin, rapporter des éléments, pardon. Sur le bâtiment PSLA, on n'en dit pas beaucoup plus. Donc 15 logements et la crèche au rez-de-chaussée, réalisé par Novim et ensuite en portage mairie. C'est le bâtiment qui est en cours de montage. Jérôme, Daniel, des éléments particuliers sur les bâtiments, votre projet ? Bonjour à tous. L'immeuble d'accession qui se construira juste derrière vous, là, enfin devant vous, pardon, c'est 15 logements, T2, T3, T4. C'est plutôt des logements qui sont destinés à des gens qui veulent revenir en appartement, en cœur de ville. Et le quartier qui est en train de se créer, comme l'a dit Pascal et Julien à l'instant, c'est un atout effectivement pour ces personnes qui souhaitent revenir en centre-ville. Oui, bonjour à tous. Donc nous, on va construire donc les maisons individuelles qui sont plus adressées aux primo-accédants. Et puis ça sera des T4 et des T5 avec l'école à côté, puis donc la praticité des commerces qui sont pas très loin. Donc normalement, on devrait commencer à l'automne, mais pour l'instant, les réservations ne sont pas suffisantes pour lancer l'opération. 3 chiffres et c'est terminé. 3 chiffres qui ont quand même de l'importance. Parce que c'est une opération qui représente un investissement de l'ordre de 20 millions d'euros hors taxe. Alors, toutes opérations confondues, hein. L'opération de notre groupement, les réalisations de démolition par Epora, les interventions de la ville, que ce soit sur les aménagements extérieurs, que ce soit sur les acquisitions précédentes, sur l'acquisition aussi des équipements publics, cantines, crèches. Et on le disait effectivement, un déficit de 6 millions d'euros qui dépasse légèrement les 6 millions d'euros. Donc voilà un exemple effectivement d'intervention de la sphère publique pour pouvoir aider une opération à se réaliser. Mais une opération qui est aussi très accompagnée, presque 4 millions d'euros d'intervention. De différents partenaires. Vous avez les chiffres, 1,5 million pour le fonds Friche, 1,75 million d'euros pour Action Logement, presque 2 millions d'euros de la part d'Action Logement. Heureusement qu'on est cœur de ville, on n'a jamais été aussi accompagné. Il y a Noël qui est avec nous. Ils interviennent, ils nous accompagnent sur les logements locatifs à des niveaux de subvention qu'on ne connaît pas sur d'autres opérations. Très clairement, Séverine, on est de l'ordre de 1 000 euros par mètre carré de surface habitable. Et des primes accession également pour les logements en accession sociale, cumulé à une aide de Loire-Forêt Agglomération aussi sur la prime accession, qui nous permet d'avoir presque 20 000 euros de subvention d'accompagnement pour les accédants à l'accession sociale. Alors je suis désolé de dire ça devant les promoteurs, puisqu'en plus on bénéficie d'une TAVA à 5,5, etc. Mais on est vraiment sur un accompagnement qui nous a permis justement de faire ce choix. Est-ce que finalement sur l'accession sociale, avec cet accompagnement, on fait du logement classique moins cher ou on fait du logement passif au prix du logement normal? Et c'est cette seconde solution qu'on a choisie pour essayer d'être performant, et l'accompagnement nous permettait d'être sur un niveau qui était celui qui aurait été le prix de vente sans l'intervention. Loire-Forêt Agglomération qui nous accompagne également, l'État et la Banque des Territoires, la commune implicitement dans le cadre de toutes les acquisitions précédentes. Voilà, j'espère 4 images pour terminer, mais j'espère que ce qu'on a pu démontrer, faire voir, c'est le groupement. On a tous l'habitude de travailler ensemble, souvent à 2. Alors je ne parle pas avec les architectes c'est plus régulier, mais avec les promoteurs ou Novim, on a souvent on intervient ensemble à 2 ou 3. Là on intervient avec 3 architectes, on est 4 maîtres d'ouvrage. C'était vraiment ce groupement qui a été assez passionnant, parce que l'appel à projet il a été long, on s'est beaucoup remis en cause, on avait des temps d'échange avec la commune, challenger des questions financières, des questions juridiques, des questions d'aménagement. Donc voilà, on a abouti à ce projet
projet dont on est lauréat, dont on est très fier. Ça a duré longtemps. Merci Séverine qui accompagne ce projet. J'en profite pour la remercier puisqu'elle le porte, mais plus pour très longtemps, peut-être dans un autre cadre ensuite. On va prendre la main pour le suivi et revenir d'ici combien? Une quinzaine de mois pour les premiers bâtiments, pour la mise en habitation des premiers bâtiments. Merci. Ça a été? Oh là là. C'est parfait. Pardon. Super. On va enchaîner tout de suite, donc, si vous voulez bien, avec la conférence sur la rénovation énergétique des centres-villes. Marie de Grémont va la animer et elle appellera ses invités immédiatement. La rénovation énergétique, elle contribue à renforcer l'attractivité des centres-villes en y améliorant la qualité de vie, mieux les rafraîchir, plus agréable à parcourir aussi, plus accessible, plus sécurisé, avec des bâtiments en bon état, accueillant logements, activités. Ces centres-villes désirables contribuent à la neutralité carbone, à la visibilité et à la prospérité d'un territoire. Certains d'entre eux présentent des caractéristiques patrimoniales qualifiées de remarquables, qui les inscrivent dans des démarches singulières, que nous aborderons également. On se posera aujourd'hui la question de la manière d'initier ces démarches, d'aboutir dans des conditions qui respectent l'identité d'un territoire et qui tiennent compte des attentes des habitants. Et pour aborder ces questions, nous serons dans le même type de format qu'hier, on ne change pas des équipes qui gagnent, en croisant le regard de techniciens, spécialistes de la rénovation énergétique, issus de différents univers académiques, et avec l'interprétation de 3 élus locaux qui vont nous livrer aussi leur interprétation, leur expérience de ces projets. Nous accueillons donc Léana Msika, qui est responsable des affaires publiques et chef de projet Facile à Réno chez Doremi, filiale du groupe Négawatt, Benoît Schmaltz, qui est maître de conférences en droit public à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et qui interviendra en duo avec Jonathan Bilot, enseignant-chercheur au sein des mines de Saint-Étienne, Institut Mines Télécom. À côté, nous aurons Jacques Blanchet, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Camille Pouponneau, maire de Pibrac, et Nathalie Niaison, maire de Bourg-de-Péage, vice-présidente de la PVF et présidente du syndicat d'énergie de la Drôme. Merci à tous d'avoir répondu présent. Je voudrais, avant de vous laisser la parole pour cette heure de discussion, rappeler dans quel contexte s'inscrit cette démarche de rénovation énergétique, pourquoi il est intéressant d'en parler, en fixant quelques ordres de grandeur. Le bâtiment, c'est 18% de nos émissions de gaz à effet de serre, et ce secteur, suivant les projections du gouvernement, devrait diminuer de 60% ses émissions d'ici 2030, c'est-à-dire de multiplier par 2 le rythme de réduction des émissions. Nous avons 30 millions de résidences principales, 5,2 millions de passoires thermiques, et aujourd'hui, il y a 66 000 rénovations complètes par an et 15 000 rénovations de passoires thermiques. Il y a clairement un sujet de changement d'échelle, mais aussi de rénover mieux. Et c'est là où c'est intéressant, quand on couple 2 grands secteurs parmi les postes les plus importants d'émissions de gaz à effet de serre, la mobilité et le bâtiment, c'est là qu'on se dit que rénover en centre-ville est particulièrement intéressant. C'est là où on peut optimiser l'organisation des mobilités du quotidien en jouant sur les émissions consacrées au déplacement et celles associées au bâti des centres-villes. C'est pourquoi il est particulièrement intéressant d'en parler ici et aujourd'hui. Nous nous intéresserons à la valorisation des centres-villes, à leur renouveau. Nous travaillerons sur la diversité et la spécificité de l'habitat, des technologies, des matériaux, des structures, et puis sur les motifs de rénovation. Lorsqu'on s'intéresse à la valorisation d'un bien, à la qualité de vie, on incite les gens à réinvestir ces cœurs de ville. On travaille sur cet effet patrimoine et ainsi on redonne vie à celui-ci et on peut faire battre de nouveau les cœurs de ville. Et pour cela, nous commencerons par des regards de professionnels. Donc je vais donner la parole à Léana en lui demandant d'abord de nous présenter Doremi rapidement et de nous dire sur quel type de rénovation Doremi est sollicité, quelle typologie de bâtiments, et notamment dans les cœurs de ville. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, en effet, je représente Doremi, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui l'appelle ESUS, et qui fait partie du groupe Négawatt, fondé à l'origine par l'association Négawatt, que vous connaissez peut-être pour ses scénarios de transition énergétique.
les premiers à avoir parlé en 2001 en prêchant au milieu du désert pour la sobriété énergétique, qui maintenant a fait florès depuis 2 ans. En regardant ces scénarios, ces papiers finalement se faire au fur et à mesure des années, on s'est posé une question: comment rendre concrètes les trajectoires qu'on a sur le papier dans les scénarios? Il y a ceux de Négawatt, il y a ceux de l'ADEME, il y a ceux de RTE, il y a énormément de scénarios maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour aller avec les collectivités locales sur le terrain concrètement pour rendre ça réel? Et à quel point les trajectoires, plus le temps passe et plus les trajectoires sont raides et les émissions doivent réduire rapidement, à quel point elles sont réalistes. Et donc on a voulu faire ça sur le terrain. Donc on a créé 2 structures opérationnelles dans le groupe Négawatt, parmi lesquelles Doremi, qui s'est focalisé sur la rénovation performante des maisons. En fait, on a regardé dans le scénario Négawatt les premiers gisements d'économie d'énergie. Comme le disait Marie, finalement, le bâtiment, c'est plus de 40% des consommations d'énergie. Si on ne parle pas des émissions de gaz à effet de serre, mais vraiment des consos d'énergie, le bâtiment est le premier consommateur en France. Et si on veut focaliser un peu dans le bâtiment, les plus consommateurs sont les maisons, et en particulier les maisons construites avant 1975, avant la première réglementation thermique, qui n'avait aucune obligation d'isolation intrinsèque. Donc on a décidé avec Doremi de prendre ce défi, de se dire comment est-ce qu'on prend ces maisons dans leur jus d'avant 75 et qu'on les amène directement au niveau qu'on doit atteindre en 2050, le niveau BBC Rénovation, bâtiment basse consommation, qui correspond globalement aux étiquettes énergie A et B du diagnostic de performance énergétique que vous connaissez sûrement. Donc c'était le défi de se dire comment on part et on arrive directement, on projette le ménage dans la maison telle qu'elle sera en 2050, quels sont les travaux à faire. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment ce qu'on appelle de la rénovation performante. Et j'insiste un peu sur la question des définitions parce que c'est un enjeu qui bouscule pas mal le secteur de la rénovation. Qu'est-ce qu'une rénovation performante? Qu'est-ce qu'une rénovation globale? Ça fait l'objet d'énormément de définitions selon les acteurs. Chacun met des choses différentes derrière ces termes. Et donc nous, on a beaucoup travaillé à essayer de cadrer les choses, puisque en fonction des définitions, on a des incitations financières, des incitations administratives qui changent et qui changent finalement la réalité du rythme de rénovation et de la qualité de ces rénovations. Donc depuis 2021 maintenant, dans la loi est inscrite, c'est l'article 17 bis de la loi climat de 2021, la définition d'une rénovation performante. La rénovation performante, c'est une rénovation qui traite l'ensemble des lots. Donc pour être très concret, sur une maison, c'est isoler la toiture, les murs, le sol, changer les menuiseries extérieures, mettre une ventilation, j'y reviendrai après, et puis traiter le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Donc c'est traiter l'ensemble de ces postes-là. Et une rénovation performante, c'est une rénovation qui traite ces postes au bon niveau pour 2050. Et ensuite, il y a différentes façons de faire ces rénovations-là. Soit on les fait en une fois, en une étape. C'est le plus simple d'un point de vue technique puisqu'on peut coordonner les lots de travaux. On a une bonne jonction entre la toiture et les murs, entre les murs et les menuiseries, etc. C'est ce qu'on appelle une rénovation globale. C'est la rénovation performante en une fois. Quand ce n'est pas possible, pour différentes raisons, principalement des raisons de budget liées à la forme des incitations financières actuelles, on peut faire cette rénovation en plusieurs étapes, 2 ou 3 maximum, mais il ne faut pas multiplier le nombre d'étapes, puisque plus on a d'étapes, plus on a de ponts thermiques qui se créent. Quand vous isolez la toiture et les murs à des moments différents, les jonctions se font moins bien. Les murs et les fenêtres à des moments différents, pareil. Et on a un besoin de coordonner les lots de travaux. C'est comme quand on fait un bâtiment neuf, finalement, on fait l'ensemble en une fois parce que c'est beaucoup plus pertinent. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans le secteur. On voit plutôt ce qu'on appelle de la rénovation par geste, c'est-à-dire on va isoler les combles parce qu'il y a des aides, et puis quelques années après, on se dit qu'on a encore chaud, on va changer les fenêtres, ou qu'on a froid en hiver. Et donc, ces rénovations par geste, elles n'aboutissent pas forcément à une rénovation assez performante. Et puis, elles coûtent. Et puis, il y a un enjeu de finalisation du parcours, c'est-à-dire qu'un ménage, son enjeu dans la vie, c'est pas d'avoir des travaux tous les 2-3 ans. Si vous êtes dans un logement, je pense que c'est pas ce à quoi vous aspirez. Donc, le risque, en faisant des étapes, c'est de s'arrêter. C'est-à-dire que j'ai fait une première, une deuxième étape. Là, j'en ai marre de la poussière, j'en ai marre des travaux, je m'arrête. Donc c'est tout cet enjeu-là de définition pour bien calibrer derrière les politiques publiques. Et c'est vraiment pas encore gagné dans le secteur quand on voit la majorité des rénovations finalement aujourd'hui sont des rénovations plutôt par geste. L'enquête de l'ADEME de 2021 Trémi a montré que 75% des rénovations aidées par la puissance publique avec des aides d'État et des aides des collectivités, 75% des rénovations n'aboutissent à aucun saut de classe DPE, aucun saut d'étiquette énergie. Donc c'est assez problématique de se dire qu'on loupe le coche malgré
plus de 4 milliards d'euros d'aide publique chaque année sur la rénovation. Donc tout l'enjeu, nous, c'était ce défi-là, de se dire comment on prend ces maisons, comment on prend les incitations financières telles qu'elles sont pour essayer de transformer ça. Et donc globalement, au niveau de Dorémy, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient systématiquement avec la collectivité locale, au niveau des territoires, à la demande des collectivités locales qu'ils souhaitent développer la rénovation performante dans leur service public local de la rénovation. On intervient avec eux, à la fois sur l'offre et sur la demande, puisqu'on s'est rendu compte que s'il y a une demande qui émerge, mais que les artisans et les professionnels du bâtiment ne sont pas formés à la performance, on n'ira pas très loin. Donc on intervient d'abord sur l'offre, c'est-à-dire qu'on forme des bureaux d'études thermiques localement avec la collectivité, qu'on forme par exemple des architectes qui ont des qualités thermiques, des architectes thermiciens sur le territoire. Ensuite, on mobilise des artisans locaux de différents corps de métier. Et on propose, avec ces bureaux d'études et ces architectes thermiciens qu'on a formés, de former ces groupements d'artisans, donc de faire en sorte qu'un plaquiste, un menuisier aillent travailler ensemble au sein de groupements, d'équipes finalement, pour se coordonner. Parce que finalement, dans le monde de la maison individuelle, on a assez rarement d'entreprises générales qui ont tous les corps de métier en leur sein et qui ont des équipes pluridisciplinaires. On est plutôt sur un tissu artisanal local très mono-geste et qui a besoin du coup d'aide pour se coordonner. Et c'est un souhait d'ailleurs de beaucoup d'artisans de travailler moins en silo, de mieux intervenir ensemble. Un exemple très concret, quand on n'intervient pas ensemble, on fait une isolation du bâtiment, parfois par l'intérieur, avec une membrane d'étanchéité à l'air. Si on ne travaille pas avec l'électricien, au moment où il va passer ses gaines, il va percer la membrane d'étanchéité à l'air, donc on perd en étanchéité à l'air, et donc il y a un enjeu à travailler ensemble. Donc on fait ce travail-là vraiment au niveau local, et ensuite on forme la collectivité, les agents qui s'occupent du service public de la rénovation énergétique, les ALEC, les espaces Info-Énergie, les opérateurs de l'ANA, à accompagner les ménages vers la rénovation performante. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'autonomiser au niveau local. Et ensuite, quand on mobilise les ménages pour les intéresser finalement à cette rénovation performante, les aider, puisqu'ils arrivent avec beaucoup de questions et assez peu de certitudes au démarrage sur comment mener leurs travaux à bien. Donc cet accompagnement se fait avec la collectivité et ses partenaires. Et parfois, la collectivité nous demande d'intervenir directement, donc on intervient auprès des ménages également. Merci beaucoup. Voilà. Et ça me permet de rebondir sur les freins, parce qu'on est en train d'en lister quelques-uns. Est-ce qu'il y a, je me tourne vers Jonathan et Benoît, des freins qui relèvent de la connaissance du bâti, tant du côté des collectivités territoriales que des données en fait, de consommation? Et je crois que vous avez travaillé là-dessus. Oui, effectivement. Donc, on a travaillé sur cette question-là depuis plusieurs années, depuis 2015, sur la connaissance du parc bâti à l'échelle de la France, avec comme terrain d'étude la Loire en priorité, vu qu'on est au sein de l'école des mines de Saint-Étienne implanté sur le territoire de la Loire, avec un objet de pouvoir fournir une information précise sur la totalité des bâtiments résidentiels, sur la totalité de la France. Donc, je vais y rentrer un peu plus dans le détail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une connaissance excellente disponible pour tous les acteurs publics de chacun des 26 millions de bâtiments résidentiels en France. Quand je parle d'une connaissance fine, c'est-à-dire qu'on a fait un travail de regroupement, d'enrichissement, de caractérisation avec différentes approches de toutes les bases de données qu'il existe sur tous les bâtiments. Donc, c'est-à-dire que chaque adresse du territoire dispose d'une à plusieurs données, plus exactement plus de 250 informations techniques, énergétiques, sociologiques, urbanistiques et aussi liées aux risques qui vont caractériser un bien. Pourquoi on a fait ça ? Benoît tout à l'heure en parlera. Quand on a travaillé en 2015 en partenariat avec la métropole de Saint-Étienne et l'Agence locale de l'énergie et du climat de la Loire, notre objectif était de voir comment massifier la rénovation. Et la réflexion que l'on a eue, c'était de se dire, aujourd'hui, on a une approche de sensibilisation vers les habitants et on voit qu'aujourd'hui, il y a un nombre de rénovations gérées, ou en tout cas générées par les habitants, qui est très, très faible. Tout à l'heure, Marie parlait d'un chiffre. Voilà, en fonction de ce qu'on définit comme performant, on peut avoir de la variation, mais globalement, on fait entre 10 et 100 fois moins de rénovations performantes par an que ce qu'il faudrait faire. Voilà, on en est, de mes chiffres, à autour de 5 à 6 000 rénovations BBC. Il faudrait en faire entre 500 000 et 700 000 par an à l'échelle nationale.
Donc on voit qu'il y a un gap. Et nous, ce que l'on a proposé, c'était de dire, est-ce qu'on pourrait inverser la stratégie, Benoît le développera, pour pouvoir en fait donner la capacité aux acteurs publics de géolocaliser les bâtiments qui répondent à leur politique de l'habitat afin de gérer des paniers de rénovation qui seraient en phase avec les stratégies de rénovation énergétique, mais aussi avec toutes les problématiques sociales, d'adaptation au changement climatique, etc. Et la problématique qu'il y avait au début des années 2000, c'était que la connaissance était complètement dispersée et que l'on travaillait majoritairement avec des données statistiques. Je sais qu'en moyenne, il y a X milliers de bâtiments précaires. Où sont-ils? On ne savait pas. Je sais qu'il y a X% de bâtiments vacants. Où sont-ils? On ne sait pas. Donc on a constitué une base de données. Et donc, dans cette base de données-là, comme je le disais, on va avoir tous les DPE qui ont été réalisés vont être disponibles avec toutes les caractéristiques des DPE du bâtiment. Donc, par exemple, le nombre de fenêtres, l'orientation des fenêtres, le système de chauffage, le rendement du système de chauffage, les consommations réelles d'énergie. Il faut savoir que les bâtiments de plus de 9 points de livraison en France ont en open data, et tout le monde peut y avoir accès, aux consommations réelles d'Enedis et de GRDF. On va aller chercher aussi la valeur foncière. On va savoir si on a proximité d'un bâtiment historique et donc si ça bloque ou ça peut limiter les actions de rénovation, notamment l'isolation par l'extérieur. Et avec les acteurs publics, on va aller travailler avec eux toutes les données des fichiers fonciers, donc qui va apporter toute l'information sur les habitants et des caractéristiques encore plus précises. Voilà. Donc aujourd'hui, toutes ces données-là ont été diffusées, et particulièrement sur le territoire du département de la Loire. Donc le département de la Loire a pris à sa charge le déploiement des données qu'il a transférées à l'ensemble des EPCI qui ont fait la demande gratuitement. Et toutes ces données ont été mises à jour depuis les 3 dernières années. Voilà, donc toute cette information disponible est facilement manipulable, ça c'était un point important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de big data, d'intelligence artificielle. La donnée doit être accessible à tous, donc on a développé un outil qui permet à n'importe qui, depuis le travailleur social jusqu'à l'élu, avec un outil de forme Google Maps, d'interroger n'importe quel bâtiment de son territoire, d'avoir des statistiques de son territoire à différentes mailles et de pouvoir cliquer sur chacun des bâtiments et d'avoir accès à de l'information disponible dans l'optique d'aider et d'accompagner ces citoyens dans les démarches de transition. Sachant qu'à l'école des mines, pour nous, la transition, elle est énergétique, climatique et sociale. Et donc, l'idée, c'est aussi de désiloter les politiques publiques, de pas forcément aussi juste aller, par exemple, traiter l'habitat individuel d'un côté, le collectif de l'autre ou le social, mais de se dire, bah là, par exemple, on a une copropriété, parce qu'on sait que c'est une copropriété, on sait le montant des fonds de travaux disponibles, on sait le taux d'endettement des copropriétaires, parce que les données sont disponibles pour l'acteur public, on sait qu'il y a un bailleur social, ce bailleur social va peut-être lancer une action de rénovation sur son parc où il est propriétaire, pourquoi pas en fait générer une action groupée, et l'idée qui sera développée par la suite, c'est qu'en allant chercher un groupement, on pourrait débloquer un ensemble de freins qui sont bien connus, sur lesquels on a travaillé avec d'autres acteurs académiques. Voilà, les freins, il y en a énormément, mais aujourd'hui, on peut les débloquer. Voilà. Et peut-être un dernier mot pour tous les acteurs en dehors de la Loire. Et pour accélérer les transitions, on a déployé un géocommun, c'est-à-dire un outil géographique accessible à tous, qui s'appelle l'Observatoire national des bâtiments et qui met en accès gratuit sur tout le territoire national, sur Internet, les données des 26 millions de bâtiments en open data. Donc n'importe qui peut aujourd'hui y aller. Ça a été lancé en janvier 2023. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 utilisateurs, ce qui fait la plus grosse communauté des acteurs du bâtiment autour d'outils numériques qui leur permettent de connaître des informations sur n'importe quel bâti. Merci beaucoup. Donc on a bien un enjeu technique qui se conjugue avec l'appropriation du centre-ville, un lieu où l'on vit, où l'on se croise, et ce sur quoi nos élus ont travaillé. Donc si on peut lancer une petite capsule qui présente ce que fait Épinal. Alors on se trouve ici au cœur de la cité. En face de moi, l'offre de proximité, l'offre commerciale de proximité, nos commerces de centre-ville. Et puis juste derrière moi, le marché couvert. Le commerce est un des éléments indispensables de la vie d'un cœur de ville. Il nous faut des commerçants qui proposent des offres, qui répondent aux besoins, bien sûr, de la population. Nous venons de travailler avec un cabinet qui, d'une part, accompagne les commerçants du marché pour imaginer le marché de demain
le marché de demain, il doit s'ouvrir à l'ensemble de la population. On doit revisiter l'offre, on doit lui trouver des thématiques. C'est un lieu de lien social où les gens aiment se retrouver le samedi. Et puis l'offre commerciale, nous le savons, le e-commerce gagne du terrain, le marché de seconde main gagne du terrain, et donc il faut que l'on accompagne nos commerçants à répondre à ces véritables enjeux, ces véritables défis. Bien sûr, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire la logistique urbaine, sont aussi des sujets qu'on doit embarquer, car il y a un volume impressionnant aujourd'hui de livraison à domicile ou de livraison de commandes dans les magasins. Donc tout ça, ce sont des sujets qui se bousculent et sur un temps réduit. Et donc on est obligé d'être agile pour accompagner nos commerçants. Il en va bien sûr de la survie du commerce de centre-ville. Alors, je me tourne vers Madame Pouponneau, qui a aussi a des enjeux de redynamisation du centre-ville avec son renouvellement. Donc, quelles sont les problématiques que vous rencontrez dans votre collectivité? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, à mon accent, vous allez pouvoir rapidement situer Pibrac. Donc, c'est une ville de 9000 habitants qui est dans l'agglomération toulousaine, dans la métropole de Toulouse. Et je suis maire donc depuis 3 ans. Alors, on se le disait avec Nathalie, on arrive en toute humilité ici parce que quand on voit les projets que vous avez, monsieur le maire, et votre ville, on se dit que nous, on joue dans une cour qui est bien plus petite. Donc, je vais considérer que mon rôle autour de cette table, c'est de vous parler de la vraie vie bien galère des maires qui ont de l'ambition comme ce maire ici, mais qui n'arrivent pas à faire aussi bien. Voilà, je positionne mon rôle ce matin en sachant que j'ai souvent cette image quand on me dit « Alors, madame le maire, ça va, ça se passe bien, vous êtes contente de votre mandat ?» Je dis « Ben, voyez, moi, je suis arrivée, j'avais l'énergie, la force de conduire une Ferrari, vraiment, et je suis dans une Twingo pourrie, il y a le toit qui tombe, il y a la vitre qui marche plus, et j'essaye de tout, voilà, que rien ne s'effondre. Voilà, donc on a tous beaucoup d'ambition pour nos communes, on aimerait tous répondre aux défis évidemment mondiaux, nationaux, et puis au développement de notre commune, et puis après il y a la vraie vie, et là ça devient plus compliqué. Donc j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous avez dit parce qu'en fait, peut-être pour parler des 2 freins qui sont à lever pour arriver à réussir cette transition de nos centres-villes, il y a la question de la connaissance, de l'expertise, ça c'est le premier point, et le deuxième point c'est la question, désolé monsieur le sous-préfet, mais des injonctions contradictoires que l'on a en permanence et qui rendent très compliqué ce qu'on essaye de faire. Donc sur la question de l'expertise, donc j'irai voir cet observatoire parce qu'en fait, donc quand je suis arrivée à la tête de la commune, je me suis dit bon ben avant de partir bien en tête, même si c'est mon caractère pour faire bouger les choses, on va essayer d'analyser la situation. Et aujourd'hui, quand je demandais, ne serait-ce que de me dire dans tel bâtiment combien on paye d'électricité ou combien on consomme, ben, ne serait-ce que cette information est en incapacité de me la donner au sein de ma collectivité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien consomme tel bâtiment, combien je paye dans tel bâtiment. Des fois, j'ai même pas le plan du bâtiment, voilà. Donc comme ça, on part de très très loin. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre en place avec la métropole un conseiller en énergie partagée qu'on partage avec d'autres communes, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas les moyens de payer l'expertise sur les petites communes, et qui donc est là pour nous faire un diagnostic à la fois de la conso, de la performance énergétique des bâtiments, et après de nous livrer les pistes d'action. Donc aujourd'hui, on a lancé ça en début de mandat. Je suis à la moitié de mon mandat et j'ai toujours pas les pistes d'action. Voilà, c'est juste pour vous dire que le temps de l'entreprise n'est pas le temps administratif et politique, et que donc tout ça prend énormément de temps, et j'espère avoir un plan d'action d'ici la fin du mandat. C'est l'objectif. Voilà, parce qu'on aimerait au moins savoir quel est le premier bâtiment à travailler et avec quelles actions.
Donc ça, c'est peut-être juste sur ce premier point sur l'expertise. Et après, j'ai entendu donc, ce que disait Madame sur un certain nombre de conseils, etc. Et en fait, là, je vais rejoindre une problématique que vous avez peut-être tous et qui rejoint toutes les thématiques et pas que celle de la rénovation énergétique. C'est la question tout simplement du recrutement et de l'expertise aujourd'hui dans nos organisations, parce que tout ce que vous expliquez, j'ai jamais entendu. J'ai jamais un ingénieur. D'abord, j'ai pas d'ingénieur dans ma collectivité. Mais mon responsable des services techniques m'a jamais alerté sur ça. Attention, si on fait que la rénovation extérieure par l'extérieur, mais qu'on ne traite pas si en même temps, etc. Donc on n'a pas l'expertise en fait. Voilà. Donc c'est un vrai problème pour traiter de ces questions-là. Sur la question des injonctions contradictoires, donc quand on est en cœur de ville, quand on est comme ici avec des sites classés, donc moi j'ai un château classé et une église classée, donc j'ai un périmètre de 500 mètres autour de notre grand gourou à tous, l'architecte des bâtiments de France, et qui est là, et je salue son travail parce qu'on est tous attachés à notre patrimoine et je crois qu'il faut qu'on y fasse attention. Mais en attendant, dès qu'on essaye de faire un projet de rénovation en cœur de ville, on se confronte à l'architecte des bâtiments de France et ça devient très très complexe parce que quid de la rénovation, enfin l'isolation par l'extérieur, quid des façades, quid, voilà. Donc ça c'est très compliqué et on se retrouve toujours face à l'État à demander mais quelle est la priorité? Est-ce que c'est faire attention au patrimoine ou est-ce que c'est rénover énergétiquement les bâtiments? Et dans l'autre problématique que je peux avoir en termes d'injonction contradictoire, c'est avec mes habitants et je le pose là. Alors c'est pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais je le pose. Nous, quand on est élu avec un projet politique et aujourd'hui le projet politique c'est ouvrir une salle de sport supplémentaire. Alors c'est pas juste pour faire joli, mais c'est parce que moi par exemple j'ai la moitié de ma population qui est licenciée en club de sport, c'est 2 fois plus que la moyenne nationale, j'ai plus de place dans mes équipements sportifs. Bon, si je veux demain faire un nouvel équipement sportif, ça veut dire que je peux pas faire ma rénovation énergétique des bâtiments. Donc si demain je me dis, budgétairement parlant, et si demain je me dis, bon, la planète est en train de s'effondrer, c'est peut-être la priorité plutôt que de faire du sport, c'est quand même plus complexe à porter auprès de la population parce que la rénovation énergétique des bâtiments, c'est quelque chose qui est transparent, entre guillemets, pour la population. C'est-à-dire que la population, elle ne voit pas ce que vous avez changé dans la ville en passant votre théâtre de label D à A. Évidemment, elle est contente pour la planète, mais elle, dans son quotidien, elle n'a pas de service supplémentaire et elle ne voit pas l'amélioration de sa qualité de vie. Et donc, on se retrouve comme ça à gérer la difficulté de la lisibilité politique, d'avoir un projet politique qui consisterait, parce que moi ça voudrait dire mettre tout mon budget d'investissement sur ces questions-là, et donc quelle est la lisibilité du projet que l'on porte, même s'il faut le porter, il faut être courageux, hein. C'est pas ce que je dis, mais je pose là les enjeux qui sont pour moi, de manière synthétique. Merci beaucoup. Et à Bourg-de-Péage. Bon, alors, je suis dans la même situation que Camille. Puis ensuite, moi, je veux vraiment vous remercier d'avoir convié l'Association des petites villes de France à votre rencontre, parce que nous sommes issus de cette association. Alors, notre association va des communes de 2500 à 25 000 habitants. Donc, c'est la strate basse de votre association des villes moyennes. Mais comme l'a très bien dit Camille, on se retrouve sur des problématiques qui sont à peu près les mêmes que les vôtres. Et je rajouterai à ce que vient de dire Camille, l'acceptation effectivement de nos concitoyens quand on décide de faire des travaux de rénovation énergétique du fait de la transparence en termes de services publics supplémentaires que l'on peut leur apporter. Et donc nous, on a réfléchi au niveau de mon équipe municipale à cela et on s'est dit, en fait, il faut essayer de faire en sorte qu'ils comprennent que la fin du monde et la fin du mois, quelque part, ça se retrouve dans la qualité de vie immédiatement. C'est-à-dire que quand vous faites de la rénovation énergétique, je pense notamment, là, je vais vous donner l'exemple des écoles à Bourg-de-Péage, nous on est sur un plan de rénovation énergétique, vous allez voir les enseignants, les parents d'élèves et vous leur dites avec la rénovation énergétique, c'est sûr que vous n'aurez pas de service supplémentaire, mais vous allez avoir une qualité de vie au quotidien bien meilleure que celle que vous avez
en hiver et en été. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'incroyable. Il y a une loi qui dit que les bailleurs d'habitat, les bailleurs sociaux doivent améliorer la qualité de vie dans les logements en termes d'isolation, en termes de mieux vivre dans chaque logement. Et en fait, nos enfants qui passent 8 heures par jour dans les écoles, hein, si je compte en plus le périscolaire, ça peut être un peu plus important, et bah, du coup, eux, on les continuerait à les faire vivre toute la journée dans des passoires énergétiques où il fait très froid en hiver et très chaud en été. Donc voilà, en fait, il faut essayer de leur faire prendre conscience que au-delà des économies d'énergie, au-delà de la facture financière pour nos collectivités en termes d'économie du coût de l'énergie, au-delà de la réglementation qui s'impose à nous, mais il y a aussi un intérêt pour chacun d'entre eux à l'utilisation de ces bâtiments rénovés. Et puis après, sur la rénovation des centres-villes, c'est exactement la même chose. Nous, on entame la rénovation de notre centre-ville. Eh bien, quand on parle de manière globale et générale, alors déjà, il y a la loi, les injonctions légales qui disent qu'il faut mettre des pistes cyclables, tout ça, voilà, très bien. Après, nous, quand on a lancé notre rénovation du centre-ville, on a fait une réunion un peu globale de concertation, mais pour vous, le bourg de péage idéal, ce serait quoi? Alors là, on a plein de belles idées, plus d'espace pour les enfants, plus d'espace pour les piétons, une place, parce qu'on n'avait pas de place en centre-ville, une place, bon, très bien, parfait. Puis après, on fait travailler les cabinets, ça, puis on sort avec un projet. Puis là, on retourne vers la population, on dit, bah voilà, ce que vous nous avez demandé, voilà comment ça se concrétise. Et là, c'est, ah ouais, non, mais là, c'est pas possible, hein. Parce qu'il n'y a plus de place de parking. Ah ben là, c'est pas possible, parce que devant mon commerce, comment les gens vont... Alors, c'est surtout la place de parking, objectivement. Hein. Comment on va arriver à venir en centre-ville. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit le maire d'Épinal, parce que nous sommes toujours le dernier kilomètre, et nous sommes des élus du pragmatisme, quoi. Et nous avons besoin d'essayer de convaincre nos concitoyens sur l'aspect ça va améliorer votre vie, regardez, vous allez avoir des vitrines qui seront plus visibles pour les commerçants, et on va essayer d'améliorer ce dernier kilomètre, on va essayer de rendre la ville plus agréable, vous sentirez mieux, et si on met de la renaturation, ben, ça fait des espaces verts, c'est plus agréable. On pourra peut-être mettre des plantes aromatiques qui vont apporter un petit plus. Enfin, voilà. Mais tout le monde sait que c'est un vaste sujet et que c'est un chemin semé d'embûches. Merci. Monsieur Blanchet, est-ce que vous voulez déjà rebondir sur tout ça? Et puis aussi nous parler des démarches qui motivent la rénovation patrimoniale quand il y a des spécificités de ce type en centre-ville. Alors, je vais surtout rebondir. Et avant de rebondir, je voudrais saluer Marie-Hélène Toraval, qui est ma collègue conseillère régionale, qui est maire de Romans. Voilà, et qu'on a le plaisir d'accueillir, Marie-Hélène, à Montbrison. Je suis ravi que tu sois à nos côtés. Alors, moi, je vais plutôt réagir à ce que vous avez dit, parce que c'est vrai qu'on avait préparé des choses ensemble, et c'était bien, mais je trouve que tout ce qui a été dit est intéressant, et je pense qu'il faut rebondir là-dessus. Alors, on va partir des éléments que vous avez donnés, des éléments chiffrés. Il y a une réalité, et je crois que ce que vous avez dit tout à l'heure, Nathalie, c'est qu'effectivement, il faut partir de la réalité, du terrain et de la vraie vie. Bon. Si on revient quelques années en arrière, dans une première vie, j'ai été président régional du bâtiment, et on avait un préfet de région qui s'appelait Jean-François Caranco, à qui j'avais dit, Monsieur le préfet, je vous préparerai des mesures pour la rénovation énergétique, parce que je pense que c'est un des sujets importants des 10 ans qui viennent, et que les cellules économiques de notre région, à l'époque la CERA, maintenant les CERC, nous disaient que c'est 55 milliards de travaux sur les 30 ans qui viennent. L'activité bâtiment dans notre région, c'est 15 milliards par an. Vous rajoutez en gros 1,5 milliard d'activité, ça fait 10% de plus. Est-ce que vous connaissez un métier où vous vous dites que pendant 30 ans, il y aura 10% d'activité de plus? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais il y en a. En tout cas, c'est une réalité. Et ensuite, c'est de mettre l'outil d'analyse, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, et j'ai bien apprécié ce que vous nous avez dit sur l'école des mines, parce que la puissance numérique et informatique
va nous permettre de capter l'ensemble des données dans les territoires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait un constat. Le président Hollande avait dit on va construire 500 000 logements neufs, on va rénover 500 000 logements. Vous avez parlé de beaucoup moins. En construction neuve, je pense qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, la construction de logements en France est au plus bas. Hein. Mais on va en parler après. Et la construction de maisons individuelles, c'est encore pire puisque c'est quasiment une année catastrophique. Donc je pense qu'il faut effectivement revenir à la réalité. La rénovation énergétique, c'est le marché d'avenir. Sauf que ce marché, il faut le construire et dans la réalité. Parce que dans notre pays, il n'y a pas que Paris, Lyon et Marseille. Il y a de nombreuses communes rurales. On le voit ici, et le maire de Montbrison l'a précisé tout à l'heure. Hein, dans notre agglo, il y a 87 communes. On les connaît bien puisqu'on va dans toutes pour les accompagner. Et monsieur le sous-préfet le sait très bien puisqu'on a des contrats d'accompagnement des communes. La réalité, c'est que la rénovation énergétique, c'est un marché qui est devant nous, puisque les bâtiments sont construits. Pour certains, il faudra peut-être les raser, les démolir parce qu'ils sont insalubres. Et là, ça permettra de créer du neuf. La discussion avait eu lieu il y a quelques années à Saint-Étienne avec Michel Thionnière, le maire, qui avait lancé une opération dans la rue Painlevé de rénovation de 200 immeubles. Et ben, petit à petit, les privés ont racheté des immeubles pour les rénover. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des possibilités. Maintenant, je vais vous livrer... Ce à quoi je crois, c'est que c'est vraiment un marché d'avenir. Il va falloir effectivement le formaliser de façon à ce que les entreprises s'organisent pour y répondre. Hein, il y a de très beaux sujets de rénovation énergétique dans notre région. Hein, il y a eu des précédents, mais en tout cas, on peut déjà parler de celui sur lequel on est aujourd'hui. Moi, quand j'ai écouté tout à l'heure tous les intervenants de la construction ici, il y a beaucoup d'intelligence collective. Donc, ce qui veut dire que si on arrive à synthétiser le marché et qu'on arrive à le mettre en œuvre, eh bien, effectivement, derrière, les entreprises pourront s'adapter. Parce que ce que nous dit le ministère aujourd'hui, et c'est une vraie question, est-ce que les entreprises, si on lance le marché rapidement, vont suivre ? Parce qu'il va falloir former. Et ce n'est pas le vice-président en charge de la formation et de l'apprentissage à la région qui vous dira le contraire. On va devoir former à des nouvelles techniques. Hein, c'est pas, on nous parle de nouveaux métiers peut-être, mais il y a aussi des nouvelles techniques. Donc je crois effectivement que ce marché est devant nous. Je trouve, et je ne le dis pas pour lui faire plaisir, mais je trouve que le maire de Montbrison et président de cette agglomération a eu cette intelligence de mettre autour de la table avec son équipe sur un projet spécifique qui a effectivement fait venir le président de la République. Mais au-delà de ça, c'est un démonstrateur. C'est-à-dire, on essaye, on construit. C'est comme celui qui a construit la première voiture. Ben, elle n'a pas forcément marché tout de suite, mais par contre, après, il a pu industrialiser son process. Je pense qu'industrialiser le process, ça servira. Et puis, je sais qu'ici, nous avons des majors, et notamment Vinci. Et Monsieur le Président, je vous félicite de votre initiative parce que le sujet, c'est qu'il va falloir en parler. Il va falloir expliquer, bien évidemment, à toute l'ingénierie de la construction et de la rénovation ce qu'il faut faire, de la démolition aussi, et du travail, de la circularité de tous ces matériaux qu'on va devoir remettre à disposition pour les nouveaux chantiers. Hein, mais surtout, il faudra que le grand public, on lui explique comment ça fonctionne, comment ça marche. Alors, pour une petite anecdote, j'ai travaillé beaucoup avec un journaliste scientifique, Michel Chevalet, qui sera demain à Montbrison justement pour parler pour un événement sur lequel on évoquera la rénovation énergétique. Je salue aussi un architecte qui est présent ici, qui s'appelle Julien Riva, qui a 10 ou 12 ans, hein, est parti dans cette démarche-là, et notamment à travailler sur un bâtiment historique à Saint-Étienne, qu'il a rénové en passif à hausse. Et je pense que là aussi, pareil, c'est l'exemple et c'est l'exemplarité qui fera que petit à petit, les Français vont se lancer dans la rénovation. Et pour conclure et répondre à votre question, c'est une équation à la fois technique et financière. Technique, il faut savoir ce qu'on fait. Vous avez raison, la rénovation globale, c'est l'idéal. Par contre, c'est pas tout le monde financièrement ne peut pas le faire. Donc ça veut dire qu'il va falloir accompagner. Et après, derrière, la problématique, elle est financière. Donc ça veut dire qu'il faut faire de l'ingénierie financière avec les banquiers, avec la Banque des Territoires, avec l'État, de façon à ce que l'équilibre entre ce qu'est capable de mettre le client et ce qu'est capable de mettre la collectivité pour arriver à ses fins, eh bien, on arrive à rénover. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des réactions directes ou... Alors, une des questions qui suit, c'est avec qui et comment. Donc, vous avez commencé à l'aborder. Je vais demander à Léana, donc rapidement, parce que c'est des sujets énormes, avec qui et avec quel financement, si chacun peut nous expliquer un peu ses idées là-dessus.
Oui, avec qui je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, on doit impliquer les personnes techniques, les bureaux d'études thermiques, les architectes et les sensibiliser à la partie thermique, parce qu'en France, l'architecture relève du ministère de la Culture et pas de la thermique, donc on a un gap à combler. Les artisans, les entreprises générales, mais aussi les artisans individuels, les collectivités et le service public de la rénovation. Et puis aujourd'hui, on doit aussi faire avec les acteurs privés qui se structurent. Mais j'ai un peu développé ces questions d'acteurs. Pour moi, il y a une vraie logique aussi de faire le pont avec d'autres bénéfices de la rénovation. Et donc impliquer aussi les acteurs sociaux. C'est-à-dire que nous, en tant que Doremi, Négawatt, on est arrivé avec des lunettes très énergétiques, avec un enjeu énergie-climat. Et c'était ça nos objectifs. Et en fait, chemin faisant, on se rend compte qu'il y a des enjeux d'urbanisme, des enjeux d'emploi. La rénovation performante, c'est des emplois locaux qu'on ne peut pas délocaliser. On ne va pas faire les rénovations ailleurs. Elles sont vraiment sur les territoires. Et des enjeux sociaux de précarité. Donc il y a un enjeu de mieux travailler avec les personnes du milieu social. Et c'est ce qu'on fait. Au début, on ne se comprenait pas. On nous disait, vous êtes des gentils amiches avec vos histoires de rénovation performante, mais nous, on a des personnes qui ont une chaudière qui claque, et ce qu'il faut, c'est juste changer la chaudière ou juste changer les fenêtres, et ça ira bien. Et on n'arrivait pas à conjuguer la vision énergie-climat et la vision sociale. Bon. Aujourd'hui, ça a changé et on travaille très bien avec les compagnons bâtisseurs, avec la Fondation Abbé Pierre. Et on a vu que finalement, la rénovation performante, c'était un moyen de lutter de façon pérenne contre la précarité énergétique. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, les aides nationales pour les ménages modestes et très modestes pour la précarité énergétique, quand on vous parle de rénovation globale, on vous dit qu'il faut faire 35% d'économie d'énergie. En fait, c'est s'arrêter au milieu du gué et c'est dommage parce que avant la crise énergétique qu'on vit aujourd'hui, on avait 5% de hausse des prix de l'énergie chaque année. Donc 35% d'économie d'énergie en moins de 7 ans. En fait, le ménage, il retombe au même niveau de facture énergétique et donc au même niveau de précarité. Et donc il y a un enjeu à aller vraiment plus loin et à comprendre que si on fait une ingénierie financière qui va bien, on arrive à faire des rénovations. Nous, on fait des rénovations performantes à 40, 60, 80 000 euros pour des ménages modestes et très modestes, avec des niveaux d'aide qui sont très importants. Sauf qu'aujourd'hui, les incitations financières n'aident pas à ça. Et on doit passer vraiment beaucoup de temps à faire entrer des ronds dans des carrés, pour le dire. Donc il y a un vrai enjeu de lutte contre la précarité énergétique par la rénovation. Et ça, je pense qu'on l'a un peu sous-estimé au niveau des co-bénéfices et au niveau, je pense, des contrats à impact sociaux qui pourraient voir le jour au niveau de l'État pour voir les co-bénéfices. La maire de Péage a évoqué aussi la question de la qualité de l'air intérieur. J'insiste beaucoup là-dessus pour les écoles, mais aussi pour les logements. On passe 67% de notre temps dans notre logement et 80% de notre temps dans des espaces clos, que ce soit les logements, les écoles, le bureau. En fait, 80% de notre temps, c'est dans des espaces intérieurs et la qualité de l'air intérieur, elle est bien plus mauvaise que la qualité de l'air extérieur. Il y a plus de 20 000 décès prématurés chaque année du fait de la mauvaise qualité de l'air intérieur. Et ça, c'est un enjeu aussi d'aller vers des rénovations qui ne sont pas juste énergétiques, qui ne sont pas juste de la décarbonation rapide, mais qui sont aussi une vision globale du logement en se disant quand j'étanchéifie un bâtiment parce que je le rénove, je mets une ventilation. Et ça, c'est pas encore compris et on fait pas encore tous ces liens-là. Et on a fait des suivis avec des bureaux d'études thermiques de la qualité de l'air intérieur dans les écoles en corrélant avec le niveau d'attention des élèves. En fait, on se rend compte qu'au bout d'une heure, comme il n'y a pas de ventilation, le taux de CO2, il explose et l'attention diminue. Donc il y a énormément de liens à faire. Et le dernier élément que je voulais juste évoquer, c'est sur la partie patrimoine, on en parle aussi. Comment ces rénovations peuvent finalement rendre à nouveau attractifs des centres-villes qui ont été délaissés parce que la rénovation n'était pas possible, n'était pas aidée, les rendre plus attractifs et vivables. On a un vrai enjeu à mieux travailler avec les architectes des bâtiments de France, comme je disais, qui ont une culture plutôt de la beauté et pas forcément de la jonction entre la beauté et la réalité du terrain. Je pense que quand peut-être des architectes des bâtiments de France auront des surchauffes dans leurs propres bâtiments et comprendront qu'on ne peut pas juste complètement refuser les occultations extérieures parce qu'on considère que c'est pas beau. En fait, on a besoin d'évoluer là-dessus. Et je voulais juste, moi, vous montrer quelques images de rénovation qu'on a menées dans différents cadres. D'ailleurs, il y en a une ou deux qui se passent à Romans-sur-Isère, pour vous montrer qu'on peut avoir des rénovations basse consommation avec différents types de matériaux. On peut avoir des bâtiments, là on était sur un bâti béton, on a eu des bâtis en pisé, des bâtis en pierre, et on s'adapte. On peut faire de l'isolation par l'extérieur, par l'intérieur, parfois des mélanges, et on s'adapte en termes de matériaux, et vraiment se rendre compte que ces rénovations-là, on a besoin de les faire partout pour des enjeux de qualité de l'air, de confort, pour des enjeux énergétiques, des enjeux de précarité, et qu'on a vraiment toutes les solutions. Et moi,
un élément qui me choque un peu, c'est de voir la lenteur des démarches administratives et les freins, alors qu'on a déjà... Pour moi, le plus gros frein à la rénovation aujourd'hui, c'est clairement le financement, avec des incitations d'État qui ne sont pas calibrées aux bons endroits. On a en volume énormément d'aides d'État. 4 milliards, ça suffirait chaque année à faire 500 000 rénovations basse conso en maison. C'est intéressant d'avoir ça en tête. Sauf que les 4 milliards tels qu'ils sont mis aujourd'hui n'incitent pas les ménages à choisir ces rénovations-là, et on se retrouve finalement avec 75% de rénos qui ne font pas de gains énergétiques. Donc l'argent, il est là. Après, c'est une question d'administratif, la longueur des aides, la longueur des ABF. J'étais très contente d'entendre Madame la Première ministre récemment, suite aux émeutes, dire qu'il y a besoin de reconstruire rapidement et demander justement que les délai des ABF ne soit pas un frein à la reconstruction. En fait, pourquoi est-ce que la rénovation énergétique, avec tous les enjeux que je vous ai cités là, ne serait pas aussi une priorité, où on se dirait mettons-nous autour de la table pour faciliter les choses, aller plus vite. On laisse des gens en fait dans des maisons invivables alors qu'on pourrait le faire. Donc là, voilà, c'est une maison dans la Drôme, isolée par l'extérieur en biosourcé. Là, on est en région Centre-Val de Loire, dans un centre-bourg avec des monuments classés, et on a pu faire une isolation par l'extérieur, en travaillant avec les architectes. Et en fait, ce que je voulais vous montrer par là, mais la photo est peut-être pas assez zoomée, c'est que on peut avoir des difficultés parfois dans des centres patrimoniaux sur des façades qu'on ne verra pas. Là, le portail de la maison est ouvert, mais quand le portail est fermé, on ne voit pas le logement. Et donc, dans quelle mesure les contraintes ont un enjeu réel de visibilité d'un patrimoine, à part si on fait des portes ouvertes de temps en temps. Et donc, on peut faire des très belles rénaux, je vais vous le montrer, mais dans quelle mesure les contraintes ont vraiment une réalité concrète. Là, on est sur une autre rénovation en région centre, d'un bâti, je vous le montre avant. Ça, c'était la façade avant. C'est un bâti en pierre et terre. Donc avec des enjeux de structure, et donc on se retrouve après rénovation, on a isolé par l'intérieur, mais on a respecté la façade historique, on a isolé par l'intérieur, mais on a aussi profité de la rénovation pour rendre la façade plus jolie et améliorer même la vision du patrimoine. Là, on est sur un bâti en pierre. Là, on est à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, où finalement, on se rend compte que malgré la pierre, on a des solutions qui existent. On nous parle souvent de laisser respirer les bâtiments, de la pierre, on ne peut pas toucher. En fait, si, il y a plein de solutions. Il faut l'adapter à chaque bâtiment. Donc là, on est sur une isolation de toiture en rampant en laine de bois dans un bâti pierre. Là, c'était un exemple typiquement sur les centres-villes patrimoniaux. On a un soubassement en pierre qui est très caractéristique d'un de ces centres-villes. Là, on est à Valence, dans la Drôme aussi. Le soubassement en pierre, on ne le touche pas. Donc à ce niveau-là, qui est le niveau finalement garage, sous-sol surélevé, on garde la façade extérieure et on passe en isolation par l'intérieur. Et par contre, le reste de la façade qui était juste du béton sans intérêt patrimonial particulier, on l'isole par l'extérieur. Donc on a énormément de solutions. Et là, c'est un peu ma préférée, c'est la rénovation à Romans-sur-Isère d'un bâti qui était en pierre. Donc on a profité pareil pour améliorer les joints et améliorer la qualité de cet espace extérieur. Et par contre, il y avait eu des extensions de ce bâtiment qui avaient été faites plus récemment en parpaing et qu'on a pu isoler par l'extérieur. Donc on a eu un mélange d'isolation par l'intérieur ici pour respecter le patrimoine et par l'extérieur sur d'autres façades. Donc ça, c'est la façade extérieure. Donc comme quoi la rénovation peut permettre aussi d'améliorer la qualité de vie, la beauté des centres-villes. Merci. Merci beaucoup. Je vois nos élus que ça fait réagir les dernières prises de parole. Alors si vous voulez aussi exprimer par rapport au bâti particulier que vous avez dans votre cœur de ville. Oui, alors il existe quand même tout un tas de dispositifs. Nous, Traval le sait bien, on a Valence Romans Habitat qui, sur l'agglomération, qui accompagne les propriétaires privés pour... même les copropriétés, en fait, pour créer du lien, pour les faire avancer sur leurs projets avec cette prise en considération de la rénovation énergétique. Bon, il n'y a pas très longtemps, là, sur Bord-de-Péage, il y a eu une porte ouverte d'un bâtiment rénové pour d'autres propriétaires, dans d'autres copropriétés, pour voir ce qui était possible de faire, avec des aides financières, somme toute, assez intéressantes, quoi. Et c'est vrai que ce sont des aides qui peuvent paraître difficilement accessibles pour le citoyen lambda. Et le fait d'avoir des structures comme ça qui permettent de faire ce travail administratif et d'accès aux aides et ce travail d'accompagnement aussi technique, ça permet de faire de très beaux projets. Ouais.
y compris sur des copropriétés, parce que c'est un vrai sujet, les copropriétés, peut-être plus que les maisons individuelles. Merci. Benoît, donc tu es juriste. Oui. Et donc on parlait des pistes pour les montages de financement ou alors de prise de décision pour accélérer, et je crois que tu avais quelques idées à partager. Oui, voilà, ce qu'on voulait présenter avec Jonathan, c'est une recherche qui commence à se cristalliser et va pouvoir être portée, mise en discussion. Et le constat qui a été fait en filigrane, c'est que la politique actuelle de rénovation des bâtiments, manifestement, ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, hein, puisque si on parle, et c'est très optimiste, de 66 000 rénovations complètes par an, il faut 454 ans et demi pour arriver à rénover les 30 millions de logements que compte la République française. Donc du coup, ça paraît quand même assez peu en phase avec des enjeux d'urgence, de transition. Et effectivement, il en faut 600 000 par an si on veut le faire en 50 ans. Et donc, et on ne parle pas de rénovation monogeste ou autre, on parle bien d'une rénovation qui vise à faire qu'un bâtiment qui aujourd'hui est énergivore, qu'il le soit un peu ou beaucoup, ne le soit quasiment plus. Et l'enjeu ici, il est social, il est économique, on en a parlé, mais il est aussi systémique et il est même stratégique. Enfin, c'est presque un enjeu de sécurité nationale, comme c'est un enjeu de macroéconomie. Une société, c'est un château de cartes dont le premier niveau est constitué par l'énergie et la matière que cette société est capable d'exploiter pour construire la réponse à ses besoins sociaux. Et la transition que nous allons vivre dans les 50 à 60 ans, c'est une contraction de cette base où il y aura moins d'énergie, moins efficace. Alors exploiter un peu mieux parfois par l'amélioration technique, mais globalement, moins d'énergie et moins efficace et des matériaux plus difficiles d'accès qui ne le sont aujourd'hui. Puisque par définition, best comes first, donc on prend d'abord ce qui est facile à attraper, puis après c'est comme quand on range sa chambre, la dernière chaussette c'est toujours la plus chiante à aller chercher. Donc c'est exactement la même chose. Donc cette base se contracte et par définition, quand vous enlevez des triangles au bas d'un château de cartes, vous savez tout ce qui se passe pour les éléments qui sont au-dessus. Alors je ne suis pas un collapso du tout, hein, je ne crois pas à l'effondrement forcé, fatal, etc. Et surtout je ne le vois pas comme une bonne nouvelle eschatologique comme certains qui voient ça un peu comme ça. Mais malgré tout, vous voyez tout ce qui se passe quand on enlève des éléments de la base d'un château de cartes. Donc il y a un vrai enjeu systémique là-dedans. Ce qui veut dire que ces 600 000 rénovations par an performantes ne sont pas un objectif qui, bon, on sait tous qu'on ne l'atteindra pas, mais si on pouvait s'en approcher, ce serait bien. C'est la barre qu'il faut sauter si on ne veut pas se planter et être parmi les perdants du monde qui s'annonce. Donc c'est pas un enjeu de luxe, c'est une condition de la résilience et de la puissance économique, sociale et stratégique d'un pays comme la France, d'arriver à faire que l'énergie qu'elle arrive à mobiliser pour sa société ne soit pas perdue bêtement dans des bâtiments où on ne produit rien, à part on y vit, mais c'est tout, et qu'elle puisse servir à autre chose, qui est la base de l'effet d'éviction qu'il faut éviter quand on contracte la base matérielle. Donc ça, c'est l'élément stratégique. Pour arriver à multiplier par 6, si on prend les chiffres qu'on avait donnés, ou par 10, voire par 100, les rénovations performantes qu'on fait, la stratégie actuelle consiste à dire qu'il faut que des millions de propriétaires se décident du jour au lendemain à rénover leurs bâtiments de manière à maximiser l'économie d'énergie du gisement par une rénovation performante, alors qu'ils ne connaissent rien à la construction, ils ne connaissent rien à l'énergie, ils ne connaissent rien aux enjeux qui viennent, ils ne savent pas quel sera le prix de l'énergie demain, ils ne savent pas quel est le coût réel des travaux et la réalité des économies que ça va générer. Autrement dit, vous pouvez mettre tous les moyens que vous voulez, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc la stratégie actuelle qui consiste à massifier la décision des propriétaires de rénover est une stratégie qui est vouée à l'échec, quelle que soit la qualité de la politique mise en place. Vous avez des comparaisons avec des pays qui font ça mieux que nous. L'Allemagne, par exemple, dans les manières dont elle met en place la rénovation, mais cette même stratégie ne permet pas d'atteindre les objectifs en question. D'où l'hypothèse de laquelle on est parti, qui est de changer de braquet et de se dire, et si la puissance publique, au lieu de chercher par tous les moyens indirects possibles à convaincre des propriétaires de prendre une décision qu'aucun propriétaire rationnel ne prendra, elle décidait d'aller rénover les bâtiments des gens. Et donc, si on passe d'un service public d'assistance à la rénovation à un service public de la rénovation, vous changez complètement de braquet, vous changez d'échelle, et quand on parle de passer de 66 000 rénos complètes à 600 000, tout le monde comprend bien qu'il y a la nécessité d'un changement d'échelle.
Eh bien, de la même manière qu'on ne peut pas convaincre des millions de propriétaires de construire un bout de canal devant chez soi pour créer un réseau de canaux dans un pays, on a besoin d'une puissance publique qui organise la rénovation de l'ensemble des bâtiments français. Et tout le monde comprend bien que si c'est un enjeu stratégique, résilient, de transition majeure, que l'ensemble du parc de bâtiments français soit énergétiquement performant, c'est une mission d'intérêt général, d'intérêt collectif, dont les questions d'effet d'aubaine, de justice peuvent être laissées à des volets fiscaux, etc. Ce qu'il faut, c'est que la France se rénove. Et la France ne va pas se rénover toute seule sans l'organisation de la puissance publique. Alors c'est là où on a développé dans la recherche qu'on faisait, je terminerai là-dessus, un recours à une mise en concession. Ce que les travaux de Jonathan à l'école des mines permettent de faire, c'est d'identifier, de rationaliser la planification de la rénovation. Et de dire que si vous faites toutes les passoires thermiques d'abord, et puis vous gardez le plus difficile ensuite, ce difficile ne sera jamais fait. Parce qu'il ne sera jamais rentable de le faire. Si vous mélangez des éléments extrêmement rentables en termes de gisement d'économie, avec des choses un peu plus compliquées, et que vous créez comme ça des paquets de rénovation dont la rentabilité moyenne est celle que connaissent bien les concessionnaires de services publics ou autres, donc raisonnable de ce point de vue-là, parce que justement elle combine différents enjeux, vous pouvez mettre ces paniers en offre à rénover auprès d'un secteur que vous structurez vous-même par une mise en concession en disant maintenant, au lieu d'aider des propriétaires à se décider à rénover, on va faire des paniers de projets de rénovation de quelques centaines de projets qui vont se faire sur 10-15 ans, et on va mettre ça dans une concession avec un groupement, et là peut-être ça intéressera aussi des gros, qui se mettront à faire ce qu'aujourd'hui ils ne font absolument pas, parce qu'ils n'y voient absolument pas l'intérêt, ils considèrent que ce n'est pas de leur ressort, mais le jour où ça deviendra 15 ans d'activité sur un projet à 4 ou 5% de rentabilité garantie, ça commencera à intéresser du monde. Et donc c'est un peu ça l'idée qu'on développe. Alors la concession de services publics ou des concessions d'aménagement, vous en avez une derrière j'imagine, c'est une méthode éprouvée qui fonctionne. Non, vous n'avez pas fait au départ une ZAC ou une concession d'aménagement? Ça aurait pu, mais non. Même pas, bravo. Mais enfin souvent c'est le cas quand même, dans des trucs comme ça. Merci. Voilà. Merci. Alors je voyais nos élus que ça faisait réagir. Est-ce que... Oui, et après on ouvrira la parole aussi à la salle. Bon, je vais être un peu provoque, mais... Voilà, quand rien ne marche, allez, la puissance publique elle gère à la fin, ça finit comme ça. C'est pour ça que et je ça laisse le temps du devient un débat, peu compliqué. Là, on peut un vrai débat de fond avec les juristes. Est-ce que c'est la loi et la puissance publique qui changent la société, ou est-ce que ça doit venir de la société pour que ça change? Et là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est comme les gens ne se sont pas emparés de ce sujet, n'ont pas la volonté, c'est à la puissance publique de prendre les choses en main. Et franchement, je crois qu'on est arrivé au bout de ce modèle. Enfin, moi, je le ressens comme ça, c'est-à-dire que tous les jours, je fais des politiques publiques pour lesquelles les gens n'y croient pas vraiment, ne comprennent pas vraiment pourquoi on doit faire ça. Ça vient d'injonctions... Nous, on sait pourquoi, mais ça vient d'injonctions nationales ou de nous, et on perd la population. Et le meilleur exemple, on en parlera cet après-midi, c'est le zéro artificialisation nette des sols, qui est un vrai enjeu, qui est une vraie réponse, mais où on perd complètement la population, 85% d'entre elles voulant encore son pavillon individuel avec son morceau de jardin. Donc, je trouve très intéressant ce que vous dites, mais à un moment donné, je crois que nous, on ne peut pas être non plus la réponse à tous les enjeux si on n'embarque pas la population avec nous. Donc faire à sa place, ça ne peut pas être juste la solution, selon moi. Je pense qu'il faut trouver comment les embarquer. Donc quand même, pour répondre à votre question, avec qui et comment, juste vous dire donc, rapidement, donc il y a un dernier rapport qui est sorti là, dans la semaine d'une sénatrice du Finistère avec un sénateur de je ne sais plus où, sur la rénovation des bâtiments publics et des écoles particulièrement, fait de tous les établissements scolaires. Et il était indiqué que pour nous, les collectivités, l'enjeu c'était 100 milliards d'euros sur la rénovation énergétique des bâtiments. Donc je crois que le fonds vert, monsieur le sous-préfet, c'est 2 milliards par an. 2 milliards. Non, c'est pas 100 milliards. Voilà, 2 milliards par an, donc ça fait 50 ans. Bon, mais on est quand même dans les objectifs du décret tertiaire, donc on est pas mal. Mais aujourd'hui, et le rapport le disait, je trouve que c'est très juste par rapport à ce qu'on vit. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez que nous, les collectivités, quand on veut faire une rénovation ou n'importe quel projet, on doit avoir au moins 20% d'autofinancement. Or, c'est 20%, mais quand vous n'avez pas d'argent, c'est toujours 20% de trop et qu'il faut débourser, quoi. Donc, dans le rapport, il préconise qu'on puisse revenir sur cette question des
20% d'autofinancement pour avoir plus de souplesse dans le financement de ces rénovations. Parce qu'aujourd'hui, même si vous avez la volonté de faire, même si vous voulez faire et même si vous avez trouvé 100% des financements, vous ne pouvez pas juridiquement le faire. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et avec qui, je crois, moi, beaucoup, et donc j'en parlais avec mon collègue parce que j'ai vu que la région Aura avait mis en place une SPL qui accompagne sur ces sujets-là. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des groupements de collectivités qui peuvent faire et savent faire. Les syndicats d'énergie, par exemple, chez moi, sont très proactifs en matière d'ombrières, etc. Donc, ils portent tout à notre place. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on mutualise l'ingénierie et qu'on ait des outils qui permettent aux collectivités d'avoir quelque chose clé en main. Donc c'est là où je vous rejoins, le clé en main, je crois que c'est la solution, mais par contre, il ne faut pas qu'on oublie la population au passage. Merci beaucoup, Monsieur Blanchet. Si vous vouliez réagir rapidement et après on passe la parole à la salle. Je vais réagir rapidement, mais simplement pour dire que je pense que c'est un sujet très territorialisé. On le voit ici dans notre territoire et notre communauté d'agglomération. Les gens se sont emparés du sujet. Donc je pense que ce qu'il faut effectivement, on le sait, on est de cette époque où il y avait un plan et effectivement on planifiait, il y avait une stratégie, on planifiait. Je pense que le marché est suffisamment important pour qu'on le planifie par territoire. Et après, je pense que c'est aux EPCI dans les territoires et puis effectivement au SPL ou à d'autres structures. Mais ce qu'on a vu quand même ce matin, c'est que l'intelligence collective qui était réunie tout à l'heure pour expliquer la démarche dans laquelle elle va rénover le bâtiment, je pense qu'effectivement, il faut se servir de ces démonstrateurs pour avancer. Oui, je vais reprendre la parole 5 minutes, même pas 3 minutes, 2 minutes, parce que sinon on va être à la bourre après. D'abord, merci pour cette table ronde vraiment extrêmement riche d'enseignements. J'espère que Sandra, Claudine Cour ont bien pris note d'un certain nombre de choses. Je m'adresse au service Habitat de Loire-Forêt. Je voulais juste me remettre en face de vous parce que j'ai noté quelques petites choses. D'abord, Montbrison, 16 000 habitants, fait partie donc des petites villes de France. J'ai eu peur parce que quand ma collègue a pris la parole, quand elle a parlé de dimension, non, en fait, on est tout petit. On est tout petit comme vous, comme toi, pas toi, mais ta commune, bien sûr, 9000 habitants, il y a moyen. Pourquoi je dis il y a moyen et qu'il ne faut pas désespérer? Parce qu'il y a un étage dont je n'ai pas parlé, et pourtant j'en suis le président, c'est l'intercommunalité, c'est la communauté d'agglo. Et si franchement il y a de l'ingénierie à aller chercher, eh bien je ne te dis pas de déménager à LFA, mais je me demande, mais... Je me demande, et j'ai envie d'être provocateur, mais que fait la métropole toulousaine? Parce que chez nous, à LFA, on a un service de projet urbain qui donne l'ingénierie aux 87 communes pour faire des études de centre-bourg. On a constitué une équipe qui permet d'avoir cette ingénierie pour nos communes. On a un fonds de soutien aux communes de 3 millions d'euros pour les aider dans leurs investissements pour chaque projet communal. Donc on dégage un certain nombre de moyens pour aider ces communes, pour pouvoir qu'elles investissent. Et quand j'ai dit tout à l'heure que c'était une question de volonté de réorienter l'argent, c'est une question de volonté. Enfin, monsieur, merci de cette provoque. Je dis provoque, mais je partage en partie votre analyse. Je suis comme vous, des fois un peu provocateur, et pour booster un peu tout le monde, j'ai l'audace de faire venir Arthur Keller à Loire-Forêt pour qu'il vienne nous expliquer ce qu'il dit. Je vois que vous connaissez a priori. Effectivement, quand on l'écoute, il faut l'écouter pendant 3 heures. Comme il le dit lui-même, il ne faut pas l'écouter la première heure et demie. Si vous arrêtez au bout d'une heure et demie, vous allez vous pendre parce que le monde est fini. Mais au bout de 3 heures, voilà, ça ouvre des perspectives. Je crois qu'effectivement, il faut qu'on se réveille. Ça commence comme ça, il faut qu'on se réveille. Alors il faut pouvoir porter et le dire, mais on ne va pas le dire de force, il faut associer nos habitants. Et pour associer nos habitants, dans une petite ville de 16 000 habitants, le président en est là, nous on a une association de 200 personnes à Véro, Bernard Cotier est là, où j'ai pas peur de les faire venir à nos tables rondes aujourd'hui. Alors ils ne sont pas tous venus, mais il y en a certains qui vont venir cet après-midi et ils vont découvrir des sujets, ils vont découvrir la complexité du truc. Et il n'y a pas si longtemps, on est en train d'organiser des réunions publiques de l'agglo pour aller expliquer un certain nombre d'enjeux. Eh bien, on ne prend pas tant de coups que ça, parce qu'en fait, on n'est pas là pour les provoquer et les dire « il n'y a qu'à Faucon ». On est là pour leur dire « mettez-vous à notre place, c'est pas si simple que ça, les histoires. C'est pas il n'y a qu'à Faucon ». Et quand on fait accéder aux gens au fait que c'est pas si simple, finalement, l'élu, il n'est plus élu comme on a l'habitude de les voir.
Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et je salue, et j'en profite de le faire, de saluer mon ensemble de l'équipe municipale qui sont avec moi et qui ont cette folie de continuer à me suivre pour le moment. Et puis l'ensemble des élus de Loire-Forêt et plus largement l'ensemble de l'engagement des élus. Parce que je crois vraiment à la politique au sens noble du terme. Elle est tellement gavaudée nationalement qu'on n'ose même plus utiliser le terme de politique. Et ça me renverse. Merci. Alors, on va prendre 2 questions. Oui, je vais être très bref. Voilà, je voulais vous provoquer un petit peu sur quelque chose qui me chagrine, non pas personnellement. Je vois très bien que tout est axé beaucoup sur l'économie d'énergie, la socialisation des centres-villes, etc. Et l'actualité nous pousse à anticiper sûrement, et je m'adresse aux gens compétents, aux ingénieurs et autres, sur 2 sujets qui me posent question. L'actualité nous a prouvé que, par exemple, il pouvait y avoir des réveils sismiques, et ça concerne certaines villes moyennes. L'actualité nous en a prouvé. Non seulement sur des bâtis qui sont communs ou qui sont patrimoniaux, mais aussi sur l'habitat collectif. L'habitat individuel. Et quand je vois comment sont construits actuellement l'habitat individuel, notamment au niveau des toits, et que l'on voit comment les phénomènes d'ouragans, etc., il y a des normes qui pourraient être mises en place, et peut-être votre rôle serait-il de les anticiper avant même que l'on soit dans l'obligation de le faire. Et là, c'est un enjeu humain et social, je crois, direct, voilà, par rapport à ces phénomènes climatiques qui nous poussent à voir les choses autrement. Merci. On va prendre les questions ensemble. Bonjour, je suis adjointe à l'attractivité à Aurillac dans le Cantal. Donc j'avais 2 remarques à faire. C'était par rapport à vos projets sur le fait de fédérer les propriétaires privés. Chez nous, c'est très compliqué. Je ne sais pas si dans le Cantal, l'instinct de la propriété privée est plus fort, mais j'en arrive à penser en mode provoque que parfois, il y a de l'abus de propriété, avec des gens qui laissent leurs biens se dépérir aux dépens des aménagements publics qu'on arrive à faire. Je pense à des rénovations de rues piétonnes qui sont magnifiques et des bâtiments qui tombent en ruine parce que les gens s'en fichent, que peut-être ils n'ont pas besoin d'argent, donc ni de louer, ni quoi, ni caisse, sans parler des histoires d'indivision et de population âgée. Donc tout ça, c'est compliqué à fédérer, même en faisant de la démocratie participative et d'une foultitude de réunions citoyennes, où les gens, ceux qui viennent, c'est ceux qui sont pour, ceux qui sont contre ne viennent pas, souvent c'est ça. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on a une région immense et c'est une richesse, et en même temps, quand je vois les DPE nécessaires pour pouvoir vendre ou louer, et ben pour les atteindre, c'est pas pareil à Montélimar qu'à Aurillac, alors que le classement A est le même ou B. Surtout quand on est en zone de centre ancien avec un patrimoine et, comme vous disiez, l'architecte des bâtiments de France, pour caser une pompe à chaleur dans une cour classée, pour rénover des fenêtres ou des toits, le coût est beaucoup plus important, même si on fait intervenir plein d'acteurs publics qui nous aident, mais vraiment fort, fort, fort. Le porte-monnaie du propriétaire reste combien ça va me coûter, comment je vais y arriver et quel est l'amortissement, quoi. Et ça, même si on fait de l'ingénierie, on est quand même dans une disparité qui est un peu injuste. Voilà. Merci. Je crois que M. Blanchet voulait réagir. Simplement sur une des thématiques, c'est qu'il y a 3 semaines, je suis allé à Aurillac en visite avec le président du département du Cantal. Et effectivement, on a vu l'entreprise Biose en particulier qui recherche beaucoup de personnel. Et aux alentours, il y a d'autres entreprises qui sont dans le travail médical et la bactérie. Et on s'est aperçu qu'il y a 350 demandes d'emploi qui ne peuvent pas être satisfaites parce qu'il y a 1000 logements vacants qui ne sont pas rénovés. Donc j'ai vu le président du BTP en lui disant il faut avoir une action locale avec les élus de façon à pouvoir rénover ces logements, éviter qu'il y ait trop de rétention parce que sinon vous n'allez pas pouvoir attirer alors que les entreprises sont en plein développement. Donc c'est un frein à l'économie et donc là il y a un travail à faire.
Peut-être sur la première question, c'est ce que j'abordais tout à l'heure en fait sur la vision un peu systémique des bâtiments, en fait, de ne pas se limiter à l'énergie, de prendre le climat, de prendre le social et d'intégrer justement l'évolution au changement climatique. En fait, je crois de moins en moins... il faut savoir que la connaissance est disponible et est accessible et il faut la diffuser. Et il y a une problématique de non-capitalisation assez systémique dans toute... en France, de façon globale, que ce soit en recherche ou que ce soit ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a de la formation disponible. Donc en fait, quand on fait une politique de rénovation, on pourrait se dire... Alors, la problématique des sismiques est à mon avis beaucoup moindre que la problématique de retrait-gonflement des argiles, qui va justement fissurer. Et aujourd'hui, en fait, on peut savoir les risques. Et d'ailleurs, si les politiques ne s'en emparent pas, il faut savoir que aujourd'hui, les assureurs s'en emparent et développent un niveau de connaissance qui lui permet d'avoir une estimation de la problématique de vos maisons par rapport au changement climatique, aux grêles, aux feux, aux inondations et aux argiles. Et donc, il y a des problématiques qui vont arriver d'assurance des bâtiments. D'ailleurs, si vous prenez les Californiens, ils n'assurent plus les bâtiments pour les feux. Donc il y a ces problématiques-là, en effet, à prendre en compte. Et tout ça, aujourd'hui, c'est des choses qui doivent être transverses. Et par exemple, un élément transverse dont on parle beaucoup, le ZAN, si je ne dis pas de bêtises, on considère les jardins comme des zones anthropisées, c'est-à-dire des zones non naturelles. Donc on peut accélérer en fait la densification en prenant sur les jardins, tout en ne prenant pas tout en artificialisant pas. Et il y a une question qui peut se poser, donc ça peut être aussi des éléments contradictoires. Comment on fait pour lutter contre les îlots de chaleur si les seuls espaces de fraîcheur sont prises? Merci à tous pour ces échanges très stimulants, constructifs, et à tout à l'heure.